Le bus a roulé jusqu'à la gare routière et s'est arrêté brusquement. Il ne reste plus que 5 passagers dans le bus et ils se précipitent tous en même temps vers la sortie. Seule Jennifer est restée assise à sa place. Elle observe avec fascination 2 femmes âgées qui se disputent l'allée et une altercation verbale s'ensuit entre elles. La plus âgée réprimande sa jeune compagne de voyage. « Vous auriez pu céder votre place. Vous êtes plus jeune que moi. Tu es plus jeune que moi. » L'autre lui a immédiatement répondu « Je suis peut-être plus âgé que toi. Je suis peut-être plus âgé que toi. Mais j'ai l'air jeune. Parce que j'ai toujours eu un mode de vie sain et que je ne m'amuse pas avec d'autres hommes. » Jennifer attend la fin de l'altercation et regarde tristement les femmes. Une pensée lui traverse l'esprit. Comme c'est bête de discuter de tels sujets à un tel âge. La femme a sauté de la marche sur le quai avec une rapidité surprenante pour son âge. Son partenaire dans la dispute attrapa également avec agilité le bagage renversé et se précipita sur son adversaire. « Où vas-tu ? Non ? Attends, explique ce que tu voulais dire. Quel genre d'homme m'attribuez-vous ? Tu crois que si tu as traîné avec beaucoup de mecs quand tu étais jeune, tout le monde le fait ?» Jennifer s'est glissée silencieusement devant la cabine du chauffeur, mais elle n'est pas passée inaperçue. Le chauffeur était impatient de s'exprimer sur le sujet. « Jeune fille, on dit que le mauvais exemple est contagieux. Essayez de ne pas attraper cette maladie. » Elle sourit et dit « J'essaierai très fort. » Les portes du vieux bus se sont refermées derrière elle en sifflant, et le véhicule s'est éloigné doucement du quai. Jennifer respire l'air de sa chère patrie, et regarde autour d'elle. 2 silhouettes familières se profilaient devant elle et, d'après les cris, il était facile de deviner que les femmes dans le bus continuaient à se disputer. Jennifer leva les yeux vers le ciel et resta bouche bée devant la beauté de ce coucher de soleil estival. Le soleil était déjà derrière l'horizon, mais ses éclats brûlants perçaient encore le crépuscule qui s'épaississait. À chaque seconde, cette scène pittoresque changeait. Depuis son enfance, Jennifer avait un penchant particulier pour les phénomènes de la nature. Elle aimait particulièrement observer les levers et les couchers de soleil. Dans ces moments-là, elle était inspirée. Des vers poétiques jaillissaient de son âme. Seule sur le quai de la gare routière, la jeune fille a ressenti une incroyable force de création. Son cerveau, excité par ce spectacle saisissant, s'est mis à rimer spontanément des mots, s'envoler vers le ciel et regarder l'horizon, où le coucher de soleil cramoisi éclabousse. J'aimerais cela parfois. Mais mon vol s'est à nouveau fondu dans un nuage léger. Jennifer était tentée d'ajouter quelques lignes à ce chef-d'œuvre lyrique de sa propre composition, mais une voix familière se fit entendre tout près. « Jennifer, es-tu là ? » Je marche et je me dis « Qui est cette statue ?» La jeune fille tressaillit, et l'inspiration qui l'avait visitée pendant quelques instants disparut. Elle regarda avec irritation celui qui avait interrompu sans cérémonie le cours de ses pensées. « Paula, est-il possible d'effrayer une personne de la sorte ? La voisine de palier n'est pas gênée le moins du monde. C'est vous qui avez failli me faire une crise cardiaque. » Debout au milieu de la rue, seule, à regarder le ciel. Je me suis dit, et si tu voyais des extraterrestres ? Et il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Mes petits-enfants m'ont parlé des extraterrestres avec de telle passion que cela fait froid dans le dos. Jennifer a essayé de sourire. Mais ce n'était qu'un sourire en coin. Je ne crois pas aux extraterrestres et je ne vous conseille pas de vous remplir la tête avec de telles absurdités. Alors qu'est-ce que tu essayais de voir ? J'admirais juste le coucher de soleil. Ils sont uniques ici. La voisine était-elle aussi attirée par le lyrisme ? Elle jeta un coup d'œil dans la direction où Jennifer regardait et dit d'un air rêveur « C'est vrai. C'est un endroit merveilleux, et c'est magnifique. Ta mère et moi aimions le romantisme quand nous étions jeunes. Nous allions à la rivière le soir. Parfois seuls, parfois avec des messieurs. Oui, c'était l'époque. Mais il ne reste que des souvenirs. » Paula prend le sac de voyage de Jennifer. « Je te donne un coup de main. Allons-y, sinon tu vas rester comme ça jusqu'au matin. » La jeune fille tente de s'opposer à cette aide. « Tante Paula, je peux le faire moi-même. Le sac est lourd et à ton âge. C'est dangereux de faire des efforts. » La femme jette un regard désobligeant à Jennifer. « Quel genre de sous-entendu ? Quel est votre âge ? » « J'ai un peu plus de 50 ans. J'ai le plus bel âge. » Jennifer rit de bon cœur.
Et tante Paula plisse à nouveau les yeux. Incrédule, tu ne devrais pas rire. Tu crois que tu seras toujours jeune et belle? La jeune fille soupire. Voilà, tante Paula. Tu as gâché tout le romantisme. Ce n'est pas grave. Il est parfois bon de redescendre sur terre. Pensez que je vous sauve d'un désastre imminent. Après tout, il est facile de se perdre dans ses rêves. Et il est difficile de revenir à la réalité. Jennifer ne répondit pas à cette déclaration philosophique. Et sa voisine considéra son silence comme un bon signe pour poursuivre la conversation. Elle transféra son fardeau dans un autre sac et ralentit un peu le pas. Vous savez, j'étais tellement crédule quand j'étais jeune. Je croyais tout et n'importe qui. Et pour cette ouverture d'esprit, je suis vraiment désolée. Ta mère a dû te raconter comment j'ai été trompée par le fiancé de la ville. Non, je n'ai rien entendu. Dans notre famille, il n'est pas d'usage de parler de nos voisins. Une ombre triste se dessine sur le visage de tante Paula. La réponse de la jeune fille l'a apparemment déçue. Moi aussi, j'ai une attitude négative à l'égard des ragots. Mais après cet incident, on s'est longtemps moqué de moi dans notre jolie petite ville. J'ai même dû aller chez mes parents pendant un certain temps pour tout oublier. D'ailleurs, je ne suis pas revenue seule, mais avec mon mari. La voix de tante Paula retentit et, de sa main libre, elle donna une tape amicale à Jennifer entre l'omoplate droite et l'épaule. Tu as un exemple à suivre. Si tu suis mon exemple, tu trouveras le bonheur. Les chances de trouver un mari décent dans cet endroit sont pratiquement nulles. Jennifer n'eut pas à remercier sa voisine pour ses conseils parce qu'elles étaient à la porte. Jennifer se dirigeait déjà vers l'escalier, mais sa voisine l'arrêta. Prenez le sac. Je ne monterai certainement pas au 3e étage avec lui. La jeune fille prit le sac et franchit facilement la première volée de marche. Paula trouva l'ascension difficile. Elle respirait difficilement et jurait. Comment ai-je pu finir par vivre dans cette maison? Les gens normaux ont attendu qu'on construise une maison avec ascenseur. Mais ma mère n'a pas pu attendre pour améliorer ses conditions de vie. Maintenant, je dois monter tous les jours ces maudits escaliers. Et mon cœur se dit que dans 5 ans, je ramperai jusqu'à mon étage. Jennifer s'est lancée sans réfléchir. Tante Paula, tu es en surpoids. Et ce genre d'exercice est bon pour la santé. Essayez de perdre du poids et vous vous sentirez immédiatement soulagé. Le conseil de la jeune fille a provoqué une vague d'indignation chez la femme. Tu es encore jeune pour donner des conseils. Laisse ta mère maigrir. Et moi, je suis très bien comme ça. Ce discours enflammé a eu raison des dernières forces de tante Paula. Elle gravit péniblement les dernières marches et se dirigea d'une démarche traînante vers son appartement. Jennifer, en personne bien élevée, dit au revoir à sa voisine. Au revoir, tante Paula, et merci pour votre aide. Venez prendre le thé ce soir, j'ai apporté des friandises. La femme marmonna quelque chose d'inaudible sous sa respiration et claqua la porte. Jennifer tendit la main vers la sonnette. Mais la voix de sa mère se fit entendre derrière la porte. Ne sonnez pas, j'ouvre déjà. Elisabeth sauta elle-même sur le palier et commença à serrer sa fille dans ses bras. Jennifer, c'est bien que tu sois venue. Notre papa est malade. Il n'a pas quitté son lit depuis 2 jours. Il a de la fièvre, il tousse, il est grincheux, comme un enfant. Entrez, entrez, mais ne faites pas de bruit. Mon père vient de s'endormir, je ne veux pas le réveiller. La jeune fille suivit sa mère dans l'appartement. Elisabeth lui fit signe d'aller dans la cuisine. Ce n'est qu'après avoir refermé la porte de la pièce qu'elle murmura à demi-mot. Ton père voulait de la soupe à la tomate. Ton père voulait de la soupe à la tomate. Alors je suis là à essayer de lui faire plaisir. Jennifer regarda autour d'elle et remarqua tous les ingrédients nécessaires. Elle demanda avec surprise. Maman, pourquoi faire tout cela, maman? Pourquoi se donner tant de mal alors qu'on peut acheter de la soupe toute prête au magasin? Elisabeth jette un coup d'œil vers la porte. Tu as oublié que papa n'aime que la cuisine maison. Et maintenant, il est devenu tout simplement insupportable. Les malades sont toujours mécontents de quelque chose. Tu te souviens quand j'étais petite? Je te stressais aussi, comment ne pas se souvenir? Chaque mère se souvient de chaque jour de la vie de son enfant. J'avais l'habitude de tout noter dans un carnet. Quand tes dents sortaient et quand tu tenais sur tes pieds. Jennifer embrasse doucement sa mère. Oui, je me souviens de ce journal.
Tu me l'as montré. Les souvenirs agréables plongent les deux femmes dans une vague de nostalgie. Maman, j'ai tellement de chance de t'avoir. Elisabeth éloigne doucement sa fille. Ne me distrais pas. Tu ferais mieux de m'aider à cuisiner. Change-toi tranquillement pour ne pas réveiller ton père. Jennifer se changea et réfléchit à la manière d'informer sa mère de son mariage imminent. Mais Elisabeth fut la première à poser la question à sa fille. Jennifer, tu ne peux pas cacher tes pensées. Elles se lisent sur ton visage. Et à ton expression béate et à tes yeux brûlants, il n'est pas difficile de deviner qu'il s'est passé quelque chose qui… Oui, maman, il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie. Et je crois que je vais me marier. L'ambiance rêveuse qui régnait dans la cuisine fut brisée par une voix de basse provenant de l'arrière de l'appartement. Woody ouvrit la porte de la cuisine et regarda d'abord sa femme, puis sa fille avec incrédulité. Jennifer s'apprête à se jeter au cou de son père. Mais celui-ci lui tend les bras en signe d'avertissement. « Ma fille, ne bouge pas. On ne peut pas savoir quel genre d'infection m'a envahi. Peut-être une infection dangereuse. J'ai de la fièvre depuis 2 jours. Et les médicaments n'y font rien. » La jeune fille recula. La pause qui s'installe au milieu de l'émotion joyeuse met tout le monde mal à l'aise. Elisabeth regarda son mari avec jugement. « Woody, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu gâches toujours tout. Ma fille n'est pas rentrée à la maison depuis des mois. Et voilà qu'elle arrive. Et qu'elle reçoit un accueil si froid. » L'homme possédait non seulement une voix brillante, mais aussi un teint bogatir, de sorte que ses mouvements dans un espace confiné pouvaient conduire à un désastre. Après les reproches de sa femme, voulant corriger l'erreur, il se tourna brusquement vers sa fille et la serra dans ses bras. La soupe dans la marmite monte rapidement, et l'homme prend une cuillère sur la table. Il se dirigea avec assurance vers la cuisinière, mais sa femme lui barra la route. « Woody, tu ferais mieux de ne pas le faire. Ton intervention pourrait nous priver de dîner. » Le chef de famille tendit docilement l'outil à sa femme. « Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vois que je suis superflue ici. Elisabeth, je vous ai offensé, et je vais donc me coucher. Je vais être malade jusqu'à la fin de mes jours. Et s'il vous plaît, ne me dérangez pas sans une bonne raison. » Woody voulut partir. Mais Elisabeth, comme en passant, dit « Tu n'as même pas demandé à ta fille comment elle allait. Elle va se marier, pour ton information. » L'homme s'est figé de stupeur. Il regarde à nouveau, d'abord sa femme, puis Jennifer. C'est une farce? La jeune fille se blottit contre son père, oubliant la précaution. Non, papa, c'est la vérité. Je vais te dire tous mes secrets. Mais pas avant le dîner. D'accord, Woody continua dans un état de prostration. Ma fille, tu nous as certainement surpris, ta mère et moi. Non, je savais que ça arriverait un jour. Mais je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Papa, as-tu oublié que j'ai déjà 25 ans? Woody s'agite et commence à se masser intensément l'arrière de la tête. Elisabeth regarda son mari avec crainte et demanda « Woody, tu te sens malade? Woody, tu te sens encore malade? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour rien. Va t'allonger. Je vais te donner des médicaments. Elisabeth, notre fille va se marier, et tu dis que ce n'est rien. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent et il alla s'asseoir sur le canapé, où Elisabeth lui avait installé un hôpital de jour pour la durée de sa maladie. Jennifer regarda ses parents et une chaude vague de gratitude traversa son cœur pour les personnes qui lui avaient donné la vie. Elle savait qu'il l'aimait beaucoup, mais elle ne pensait pas que son père serait aussi inquiet lorsqu'il apprendrait le mariage imminent de sa fille. En fait, depuis que Jennifer se souvient, Woody a toujours été pour elle un modèle de fiabilité et d'intégrité. Elle absorbait chaque mot de son père et essayait de lui ressembler en tout. Le fait que Woody travaille à la boulangerie locale est une grande source de fierté pour la jeune fille. L'homme se levait tous les jours à 5 heures du matin et prenait un petit déjeuner très rapide. Un jour, la petite fille a demandé « Papa, pourquoi ton travail commence-t-il si tôt? Tout le monde dort encore et toi tu travailles déjà. » Il répondit d'un air important « J'ai une tâche importante à accomplir. Je dois livrer du pain frais à tous les magasins. Les habitants de notre ville se réveilleront, iront au magasin, et là, sur les étagères, les attendra du pain frais sorti du four. » Dans l'imagination de la petite fille,
Comment peut-on cuire autant de pain dans un seul four pour qu'il y en ait assez pour tout le monde? Mais Woody avait une réponse à chaque question. Et il a essayé d'expliquer à la petite fille le processus de cuisson du produit principal. Dans notre usine, Jennifer, les fours ne sont pas simples, ils sont énormes. Et c'est un homme qui les fait fonctionner. Tu veux dire qu'ils sont comme des machines? Vous avez bien compris. Oui, ce sont des machines où l'on peut régler la température, le temps et d'autres choses. Woody parle avec passion de la façon dont ils sortent les miches de pain et les chargent dans la machine. Jennifer regarde son père avec des yeux pleins de joie et d'étonnement enfantin. Son histoire avait fait une forte impression sur l'esprit de l'enfant. Papa, ça doit toujours sentir bon dans ton usine, hein? L'homme est surpris que sa fille se préoccupe de cet aspect particulier du processus. Mais il doit aussi répondre à cette question. Il y a toujours une odeur particulière dans le magasin où l'on cuit le pain et les miches. Les personnes qui y travaillent sentent également le pain. Mais ce travail présente aussi des inconvénients. La chaleur constante. C'est pourquoi seules les personnes en bonne santé peuvent travailler dans cet atelier. Jennifer réfléchit un moment. Puis dit, « Papa, quand je serai grande, je ferai du pain moi aussi. » Dès son plus jeune âge, les rêves de Jennifer changent presque tous les jours. Un jour, elle souhaitait devenir boulangère. Le lendemain matin, elle rêvait de faire pousser de belles plantes comme sa mère. Elisabeth décrivait également son travail à sa fille en utilisant les couleurs les plus vives. Elisabeth a également consacré toute sa vie à son rêve. Et lorsque celui-ci est devenu réalité, elle a souvent regretté la voie choisie. La raison de sa déception n'était pas le travail lui-même, mais les conditions dans lesquelles les membres de son équipe devaient travailler. Le chef d'entreprise ne cessait de faire des reproches à la petite équipe. Vous n'avez que des pertes. Aujourd'hui, tout le monde passe à l'autofinancement et bientôt, nous devrons nous adapter aux conditions du marché. Je ne sais même pas où vous mettre. Le patron avait un caractère très cool et sa propre vision de l'avenir. Il l'imposait aux autres. Josh rêvait depuis longtemps de se débarrasser des profiteurs. Et les principaux de cette catégorie de travailleurs étaient les paysagistes. Josh a essayé à plusieurs reprises de se débarrasser de ce boulet en prouvant qu'il était plus facile et moins coûteux de faire appel à des spécialistes temporaires. Mais l'administration de la ville s'est catégoriquement opposée à une telle initiative. Le maire lui-même a un jour conseillé un fonctionnaire trop pressé. Josh, vous avez de vrais professionnels qui travaillent pour vous. Le personnel doit être valorisé, et vous voulez le mettre à la rue pour des raisons d'économie douteuses. Après tout, c'est grâce au travail des paysagistes que notre ville est propre et agréable. Asseyez-vous avec votre équipe. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez augmenter l'efficacité du travail au détriment de vos propres ressources. Josh s'apprête à ouvrir la bouche pour parler de la brigade, mais le chef de la ville fait un geste d'avertissement de la main. Je ne veux pas vous laisser dans l'embarras, mais je pense qu'un mois suffira pour que vous régliez ce problème. J'ai un plan précis en tête, que vous me fournirez la veille de la prochaine réunion. Josh regarda le maire avec soumission et hocha la tête. Il ne pouvait pas, et n'avait pas le droit, de s'opposer au maire. C'est pourquoi, après s'être entraîné sur le ring de boxe, il décida de se défouler sur l'équipe. La principale source d'irritation étant l'équipe de paysagistes, il retourna à son bureau et s'en prit à Elisabeth, qui dirigeait la petite division. D'un ton bourru, le chef ordonne à ses subordonnés que dans 15 jours, jette un plan point par point sur ce bureau. Et pas de fantaisie. J'espère avoir été claire. Elisabeth ne bronche pas sous la pression du chef. Elle a répondu calmement. Je te comprends, Josh. Elle n'a pas rappelé à Josh qu'elle l'avait déjà amené plusieurs fois à réfléchir à divers projets qui, s'ils étaient mis en œuvre, permettraient à l'entreprise de gagner de l'argent. Mais presque chaque variante nécessitait l'agrandissement des installations de production, et donc des coûts financiers supplémentaires. C'est pourquoi toutes les initiatives du contremaître Josh ont été impitoyablement rejetées. Elisabeth, vous voulez nous ruiner? Combien d'argent faut-il gaspiller pour construire vos serres? Et où est la garantie que la population achètera vos fleurs? Elisabeth tente de convaincre le chef que le coût sera récupéré très rapidement. Josh, c'est une pratique courante. Aujourd'hui, de nombreux services publics gagnent beaucoup d'argent grâce à l'aménagement paysager.
J'ai consulté des experts de la région, et ils m'ont promis de m'aider pour l'organisation. Le superviseur a interrompu la femme brutalement. Elisabeth, pour la dernière fois, je vous préviens que vous ne devriez pas faire cela. À l'époque, cette phrase banale sonnait comme une menace, et Elisabeth avait très peur de perdre son emploi. Pour s'en assurer, le patron a ajouté le même ton menaçant. Elisabeth, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous vous seriez plainte auprès de diverses autorités. Je ne tolérerai pas cela. Et je ne regarderai pas votre ancienneté et vos mentions honorables. Après un tel avertissement de la part de ses supérieurs, Elisabeth s'est calmée pendant un long moment et n'a plus montré d'activité inutile. Elle cacha ses projets dans le tiroir de son bureau et fut très surprise lorsque le chef, qui revenait de chez le maire, lui dit « Elisabeth, je me souviens que vous proposiez des innovations. Amenez-moi voir ce plan. » La femme ne posa pas trop de questions et apporta le dossier contenant les projets de l'auteur dans le bureau du chef. Étonnamment, Josh la remercia et tenta même de s'excuser pour l'offense qu'il avait faite plus tôt. « Elisabeth, vous ne devez pas vous sentir offensée par moi. Vous comprenez vous-même ce qu'est un poste de direction. Je comprends parfaitement, Josh. Et je ne suis pas rancunière. Très bien. Alors, se réjouit le chef, le maire m'a convoqué. Il est très exigeant. Il veut que toutes les entreprises soient autonomes. Nous allons donc devoir agir. C'est peut-être votre heure de gloire, Elisabeth, et vos idées seront utiles. » Elisabeth n'était pas une personne ambitieuse et oublia rapidement la conversation avec le chef. Mais dans les derniers jours du mois d'août, l'ensemble du personnel fut réuni d'urgence dans la salle de réunion. Josh se tenait sur la petite scène, rayonnant de bonheur. À ses côtés se tenait une jolie dame vêtue d'un costume coûteux. Le chef a prononcé un discours d'ouverture d'une voix solennelle. « Chers collègues, je ne vais pas abuser de votre attention, et je vais commencer tout de suite par les principales nouvelles. Amanda sera responsable de notre entreprise à partir de demain. Je vous souhaite donc la bienvenue. » La femme présentée par le chef a légèrement incliné la tête. En tant qu'actrice, elle s'attendait probablement à des applaudissements. Mais la petite salle était silencieuse. Elisabeth regarda la femme avec intérêt, et supposa mentalement qu'elle avait à peu près le même âge qu'elle. Josh piétinait impatiemment à côté d'elle. Il était facile de deviner à son visage satisfait qu'il avait l'intention de poursuivre son discours. Comme un orateur chevronné, il saisit le moment opportun et passa au point principal de l'ordre du jour. « Amanda n'est pas encore au courant de nos affaires. Alors j'ose vous informer que notre plan de réorganisation partielle de l'entreprise a été approuvé non seulement par le bureau du maire, mais aussi par le gouverneur. » À ce moment-là, Josh s'est volontairement arrêté et a laissé transparaître un peu de tristesse dans sa voix. « Malheureusement, je ne pourrai pas participer à ce processus très intéressant, car je suis muté à un autre poste. Mais je promets que je suivrai avec intérêt la réalisation du grand projet qui est né dans ces murs. » Elisabeth a écouté le long discours du chef comme si elle était hypnotisée. Elle ne comprit pas tout de suite de quel plan Josh parlait. Mais Willow, qui s'était installée à côté d'elle, murmura « Elisabeth, tu ne te rends pas compte que Josh parle de ton projet. C'est grâce à toi qu'il a été promu. Mais il n'a même pas mentionné ton nom. » Elisabeth n'a pas le temps de digérer cette nouvelle avant que la nouvelle patronne ne prenne la parole. Amanda s'exprime de manière claire et précise. Elle remercie l'équipe pour son accueil chaleureux et promet d'apprendre à connaître chaque employé individuellement. Le lendemain matin, Amanda a invité les responsables de tous les services dans son bureau. Une fois de plus, elle s'est exprimée de manière succincte et factuelle. « J'ai un peu étudié vos dossiers personnels, mais vous comprenez que je ne l'ai pas fait par intérêt, mais pour avoir au moins une idée générale de chacun d'entre vous. Maintenant, quelques mots sur moi. » Les participants se regardent avec perplexité et le superviseur sourit, remarquant leur confusion. Un début extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ce sont les solutions créatives que je préfère. Après tout, je suis une personne progressiste par nature, je détruis donc volontiers les vieux stéréotypes. Et je crois que dans tout collectif de travail, tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Mais il ne faut pas oublier les responsabilités. Elles sont connues pour être différentes.
En d'autres termes, elles dépendent du poste occupé. Les participants à la réunion ont presque simultanément prononcé le sacramental. C'est parti. Cette courte phrase a grondé dans le bureau et, lorsqu'elle a touché le mur, elle s'est figée. La nouvelle superviseuse a supporté le grondement de mécontentement et la pause qui l'a suivie. Puis elle dit, presque joyeusement, « Je veux m'attarder un peu sur les obligations. Je voudrais m'attarder un peu sur les obligations et vous rappeler que la chose la plus importante est la discipline. Tous les problèmes commencent par un manquement aux règles de production. C'est pourquoi je vous demande à tous d'effectuer un travail approprié au sein de vos équipes. Je ne veux effrayer personne, mais nous nous débarrasserons de ceux qui ne s'adaptent pas au régime de travail. Ce sera tout. Je demande à chacun de se rendre à son poste de travail. » Tout le monde se dirige vers la sortie. Elisabeth était dans les 5 derniers. Amanda demande soudain, « Elisabeth, tu peux attendre un moment ?» Amanda avoue qu'elle ne voulait pas venir ici. Mais lorsqu'elle a vu la beauté des lieux, elle est tombée amoureuse de cette oasis de tranquillité. Elle a appris de sources sûres que la brigade dirigée par Elisabeth avait contribué à cette beauté. À la fin de la conversation, Amanda a ajouté, « Je me réjouis d'une coopération fructueuse avec vous. Et en ce qui concerne votre projet, » s'étonne Elisabeth, « comment savez-vous que c'est le mien ?» Amanda sourit. « Ma secrétaire m'en a parlé hier. » Elisabeth rentra chez elle aussi vite que si 2 ailes lui avaient poussé. C'était la première fois depuis des années qu'elle rentrait du travail de si bonne humeur. Bien sûr, ce changement n'a pas échappé au regard perspicace de Woody. « Elisabeth, on dirait que tu as gagné un Oscar. » Elisabeth le repousse d'un revers de main. « Non. Alors pourquoi rayonnes-tu comme ça ?» Elisabeth s'est rapidement attelée aux tâches ménagères et s'est préparée à servir le dîner à sa famille. Après la dernière question de son mari, elle s'assit sur la table et expira comme avant de se jeter à l'eau. « Je ne t'ai jamais parlé de mon travail, mais aujourd'hui je vais le faire. Woody, un nouveau superviseur nous a été envoyé. Josh a été promu. J'ai eu une conversation avec le nouveau superviseur aujourd'hui. Je n'arrive pas encore à me décider. On dit que les premières impressions sont trompeuses. Mais je pense que c'est une bonne personne. » Absorbée par la conversation, les parents n'ont pas remarqué que Jennifer se faufilait dans la cuisine. Lorsque sa mère s'est arrêtée, la jeune fille a dit, « Nous avons une nouvelle fille dans notre famille. Nous avons aussi une nouvelle fille dans notre classe. Et quelque chose me dit que cette fille est la fille de votre patron. Elle s'appelle Nathalie Miller. » Elisabeth a reporté son regard sur sa fille et a dit d'un air confus, « Je suppose que tu as raison. Notre patronne porte aussi le nom de Miller. C'est une femme très gentille. » Jennifer grimace. « Maman, ta patronne est peut-être gentille, mais sa fille ne l'est pas. Les filles, dînons d'abord. Puis vous pourrez avoir un peu d'intimité ici et discuter jusqu'au matin. » La moitié féminine de la famille s'exécuta. Mais pendant le repas, la fille et sa mère échangèrent des regards ambigus. Après avoir apaisé sa faim, Woody s'installe confortablement sur son canapé préféré. Mais le lendemain, l'homme regrette d'avoir refusé d'être présent lors de la discussion sur les nouveaux visages. Comme d'habitude, il se présente au travail à 6 heures et s'occupe de l'enfournement des produits de boulangerie. Une ouvrière qu'il connaît lui fait une confidence. « Woody, il se passe beaucoup de choses ici. Tu as appris que notre directeur a été démis de ses fonctions ?» L'homme s'étire paresseusement. « Non, je n'en ai pas entendu parler. Ce ne sont que des ragots. Pourquoi devrait-il être démis de ses fonctions ?» La femme persiste. « Je le sais de sources sûres. Ma voisine travaille au bureau du procureur comme femme de ménage et elle a entendu dire que notre directeur a déjà fait l'objet de poursuites pénales. » La femme se crispe, essayant de se souvenir du libellé de l'article du code pénal. Puis fait un signe de la main. « Je comprends ce genre de machination. » L'ouvrier qui avait fini de charger a confirmé cette version. « Woody, tu es à la traîne. Toute la ville est déjà au courant. On dit que le nouveau directeur arrive d'un jour à l'autre. » Le nouveau directeur s'est présenté à la guérite dans une luxueuse voiture étrangère. Lui aussi avait l'air respectable, mais il se comportait comme s'il était le chef d'un autre État. Les employés de la boulangerie chuchotaient leurs opinions. Woody a gardé ses opinions pour lui. Il fut seulement surpris d'apprendre que le nouveau directeur s'appelait Miller. Au dîner,
Il annonça la nouvelle à sa famille. Les gares, devinez quoi? Les gares, devinez quoi? Nous avons aussi un nouveau directeur. Et vous ne le croirez pas, mais le nom de famille du nouveau directeur est Miller. Je me demande d'où vient cette joyeuse famille. Et ce que ce trio a fait de si remarquable pour qu'on ait supprimé les 2 directeurs d'un seul coup. Jennifer affiche un sourire énigmatique. Quel arriéré vous faites? Vous ne savez rien. D'accord, je vais satisfaire votre curiosité. Toute leur famille est venue de Suisse. Les parents de Nathalie travaillaient là-bas. Mais ils ont dû retourner dans leur pays. Woody ne peut cacher sa surprise. Oh, quel détail! Qui t'a raconté tout ça? Nathalie n'est pas une mauvaise fille. Elle m'a invité chez elle. Mais ensuite, quand ils seront installés dans le nouvel appartement, Jennifer ferme les yeux et dit rêveusement, « Maman, papa, vous savez, on leur a offert un appartement gratuit dans l'ancien bâtiment. Mais ils l'ont refusé et ont acheté un appartement dans le nouveau gratte-ciel. Ils ont beaucoup d'argent. Et tout le monde a sa propre voiture. » Elisabeth tire sur sa fille. « Jennifer, surveille ton langage. » La jeune fille renifle d'un air malheureux. « Je ne pense pas avoir dit quelque chose de mal. » Jennifer se retourna d'un air défiant et sortit de la cuisine. Le couple se regarde en silence. Jamais auparavant leur fille ne s'était permis un tel débordement. C'était la première fois qu'elle leur parlait sur un ton aussi effronté et qu'elle se comportait de manière provocante. Mais ce n'était que le premier choc, qu'ils avaient oublié le soir venu. Nathalie a soufflé un vent puissant dans la vie de Jennifer. Elle changea complètement les perspectives de cette fille modeste, qui avait une réputation d'excellence. Elisabeth et Woody ne plaisantent pas et s'inquiètent pour leur fille. Car celle-ci, toujours calme et équilibrée, commence à faire preuve de désobéissance. Mais il n'y a pas que le caractère de la fille qui a changé. L'influence de la nouvelle petite amie se fait sentir dans tous les domaines. Ses centres d'intérêt, sa façon de s'habiller, ses relations avec ses camarades de classe. Jennifer a également commencé à parler à ses parents d'égal à égal. Un jour, elle a décidé de changer radicalement d'apparence, sans même consulter sa mère. Lorsque celle-ci apparaît le soir après une promenade, Elisabeth ne reconnaît pas tout de suite sa fille. Le visage de la jeune fille était peint et ses cheveux étaient relevés sur le dessus de la tête. La femme se serre le cœur. « Jennifer, qu'est-ce que tu t'es fait ?» La fille avait une attitude belliqueuse. « Rien de particulier. J'ai juste un peu changé mon image. Je veux avoir l'air normal. » Elisabeth n'a pas pris la peine d'écouter sa fille. Elle s'acharne à faire laver à Jennifer ce qu'il y a sur son visage. « Et tu penses que c'est normal? Que ton père ne te voit pas dans cet état? Sais-tu à quoi tu ressembles ?» La fille sanglote. « Je ne sais pas. J'ai même honte de dire le mot. Tu n'as que 14 ans. C'est effrayant d'imaginer ce que tu feras demain. » Jennifer donna des coups de pied, essayant de se libérer des mains de sa mère. Mais Elisabeth ne prêta pas attention à ses cris indignés. Elle nettoyait le maquillage du visage de sa fille en disant « Il est trop tôt pour que tu te débrouilles toute seule. Tant que ton père et moi serons en vie, nous ne te laisserons pas faire ça. » Une fois le traitement à l'eau terminé, la femme a tendu une serviette à sa fille. « Prends la serviette et sèche-toi. Et prie Dieu pour que ton père ne te voie pas. » Jennifer rugit dans la salle de bain pendant 10 minutes. Elle se sentait humiliée et avait envie d'être adulte. Ses émotions débordaient et elle murmurait dans une frénésie de colère. « C'est bon, il ne reste que 3 ans pour être patiente. Je vais juste finir l'école. Et je vais déménager loin d'ici. Et personne ne me dira comment m'habiller, avec qui être amie. » Ayant exprimé son mécontentement à voix haute, la fillette se calme un peu. Mais elle ne veut pas sortir de sa cachette. Elle attend que sa mère vienne l'appeler à table. Mais Elisabeth était occupée dans la cuisine, et comme si elle avait oublié qu'elle avait une fille. Après être restée assise dans la salle de bain pendant environ 1 heure, Jennifer sortit volontairement de sa cachette. Sa mère lui jette un rapide coup d'œil. « Nous allons dîner maintenant. Prépare le pain et appelle père. » Elisabeth parla d'une voix ferme, à la grande surprise de Jennifer. Elle voulait être passionnée, mais il n'y avait aucune allusion à son méfait. Cela l'intriguait, mais elle ne voulait pas s'attirer d'ennui et fit comme si de rien n'était. Le dîner se déroula dans l'atmosphère habituelle.
Seul son père demanda à l'improviste. Jennifer, comment vas-tu à l'école? Jennifer, comment vas-tu à l'école? Je vais très bien. Papa, pourquoi me demandes-tu tout à coup de te parler de mon travail scolaire? Woody regarde fixement sa fille. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu t'es éloigné de certaines matières. Je ne veux pas accuser quelqu'un sans raison, parce que je crois qu'une personne devrait être responsable de ses propres actions. Mais seul un homme fort en est capable. Et je ne respecte pas les personnes faibles. Jennifer sentit un picotement désagréable dans sa gorge. Elle a peur de regarder son père dans les yeux. Papa, qui considères-tu comme faible? Tout d'abord, ce sont les gens qui se laissent facilement influencer par les autres. La tête d'un homme lui a été donnée pour penser. Vivre selon l'esprit d'autrui, c'est se manquer de respect. Elisabeth n'intervient pas dans les conversations sérieuses, mais à l'expression du visage de sa fille, elle comprend que les paroles de Woody ont atteint leur but. Jennifer ne revint plus jamais à la maison de manière aussi choquante. Bien des années plus tard, elle se souvient avec gratitude de la première leçon d'adulte que ses parents lui ont donnée. Après cette conversation capitale avec son père, elle n'a pas rompu la relation avec sa nouvelle amie, mais lui a tout dit en face. La conversation à cœur ouvert a eu lieu après l'école, alors que les filles rentraient ensemble à la maison. Nathalie est la première à poser la question. Jennifer, tu n'as pas l'air d'être toi-même aujourd'hui. Au contraire, je suis redevenue comme avant. Et c'est grâce à mes parents. Quand bien même, si je vous comprends bien, vous pensez que j'ai une mauvaise influence sur vous? Jennifer marque une pause. Nathalie, asseyons-nous. Vous n'avez pas bien compris. Les filles s'installèrent sur un banc vacant et Nathalie déclara d'un air de défi. Continuez, je vous écoute très attentivement. Jennifer respire un bon coup et met les choses à plat. Nathalie, tu es une fille formidable et il est très intéressant de parler avec toi. Mais l'opinion de mes parents compte aussi pour moi, et je pense qu'ils ont raison de dire qu'une personne doit déterminer elle-même ce qui est bon ou mauvais pour elle. Alors c'est toujours de ma faute si tu as changé d'apparence sur mes conseils? Non. C'est seulement ma faute parce que j'ai succombé à ton influence. Tu dois vivre ta propre vie, dit mon père. Pour l'amour de Dieu, vis ta vie comme ton père te le demande. Ce n'est pas comme si je t'imposais quelque chose. Et de toute façon, je ne supporte pas les gens ennuyeux. Et tu es aussi ennuyeux qu'une souris grise. Bien que la comparaison grossière avec un rongeur ait énervé Jennifer, elle décida de ne pas répondre à l'emportement de son amie. Les deux jeunes filles estiment qu'il est inutile de poursuivre la conversation. Elles se sont séparées en silence, sans même se dire au revoir. Pendant plusieurs jours, Nathalie ignore Jennifer à l'école. Elle réussit même à trouver un nouvel objet d'influence, espérant éveiller la jalousie dans l'âme d'une petite amie rebelle. Mais Jennifer, au contraire, était soulagée. Un jour, sa mère lui a demandé « Tu n'es plus amie avec Nathalie ?» La fille répondit langoureusement « Plus maintenant. Nous n'avons pas la même conception du bien et du mal. Il y a donc un malentendu, c'est ce qui s'est passé. C'est dommage. Ce n'est pas une mauvaise fille. Mais elle a ses manies. » Jennifer n'a pas demandé à sa mère pourquoi elle regrettait d'avoir mis fin à la relation entre elle et la fille de son patron. Toute la soirée, elle y avait pensé. Et elle soupçonnait même Elisabeth de craindre que cette circonstance n'affecte son travail. Mais le temps passe et aucune répercussion n'est observée ni par le père ni par la mère. L'automne passa, suivi de l'hiver. Les enfants attendaient les vacances avec impatience. Jennifer avait elle aussi des projets pour les vacances. Elle s'intéresse depuis longtemps à l'histoire et veut passer les vacances à étudier le Moyen Âge. Sa voisine, tante Paula, travaillait à la bibliothèque centrale et lui avait promis de lui trouver des ouvrages sur le sujet. C'est dans cet état d'esprit que la jeune fille se rendit à l'école. Mais un cri lui fit oublier ses projets. Il s'agissait d'un cri tout près d'elle. « Oh, 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 que quelqu'un m'aide !» Les mots se mêlaient aux pleurs, mais Jennifer reconnut immédiatement la voix de son amie frustrée. Elle se précipita vers les cris et s'arrêta net. Non loin de l'entrée de l'école, Nathalie se tordait de douleur sur la route glacée. Une tante inconnue était déjà à ses côtés. « Je vais appeler une ambulance. »« Comment diable es-tu tombée si malencontreusement ?» Nathalie grogne à travers ses larmes. « C'est que tout le monde se moque de tout dans ta misérable petite ville ?»
Le verglas est terrible et les services publics se déchaînent. Au moins, ils saupoudreraient un peu de sable. Je vais leur faire un procès. Jennifer s'est précipitée vers la victime, mais a failli tomber à son tour. Pendant ce temps, la tante appelle l'hôpital. Ma fille. Comment tu t'appelles? Répondit Nathalie avec colère. Je m'appelle Miller Nathalie. Mon père est le directeur de la boulangerie. Je vais tout lui dire et il va mettre de l'ordre dans votre ville. Sous le coup de l'émotion, la jeune fille oublia sa jambe blessée et fit un mouvement imprudent. Mais aussitôt, elle poussa un cri de douleur. Oh, je n'en peux plus. Maintenant, je vais mourir sur place à cause du choc de la douleur. Et ensuite, le directeur sera définitivement mis à l'écart par mon père. Jennifer s'accroupit à côté de la femme blessée et lui rappela calmement. Nathalie, ne crie pas et réfléchis à ce que tu dis. Après tout, la directrice de la compagnie d'électricité est ta mère. C'est elle que tu veux mettre en prison? Nathalie ouvre la bouche de surprise. Elle n'eut pas le temps de réfléchir, car à ce moment-là, une ambulance arriva sur les lieux. Sans plus attendre, les ambulanciers prirent Nathalie sous les bras et la conduisirent jusqu'à la voiture. Elle sautillait sur une jambe et rugissait bruyamment. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Est-ce que je vais rester infirme? L'infirmier lui hurle dessus. Jeune fille, arrêtez de faire l'hystérique. Nous allons vous emmener au centre de traumatologie. Ils vont vous faire un scanner, et ensuite le gentil docteur va vous mettre un plâtre. Nathalie se mit à hurler. Elle regarda autour d'elle et quand elle vit Jennifer, elle la supplia. Jennifer, appelle ma mère. Dis-lui que j'ai des ennuis. Jennifer s'est résolue à sauter dans la voiture. Je viens avec toi. On appellera ta mère de là. Pendant que les ambulanciers donnaient à Nathalie les soins médicaux dont elle avait besoin, Jennifer attendait dans la salle d'urgence. La mère de son amie arrive bientôt à l'hôpital. Malgré les circonstances particulières de cette première rencontre, Jennifer regarda la patronne de sa mère avec intérêt. Amanda remarque son regard intense. « Je suppose que tu t'attendais à voir une tante en colère ?» La jeune fille se sentit gênée par son manque de tact. « Non. Maman m'a beaucoup parlé de toi et toujours en bien. C'est juste que Nathalie ne te ressemble pas du tout. Elle est piquante, comme un hérisson, et toi tu es calme et belle. » La femme sourit. « Merci pour vos paroles aimables et pour votre aide. Racontez-moi comment tout cela s'est passé. Je n'ai rien vu arriver. J'ai entendu des cris, et j'ai couru pour aider, mais une femme étrange m'a devancée. C'est elle qui a appelé l'ambulance. » Soudain, Jennifer Amanda lui parle comme à une vieille connaissance. « Qu'est-ce qu'on fait de cette fille? Je n'en ai aucune idée. Combien de fois ai-je dit à Nathalie de porter des chaussures de saison? Et elle n'en tient pas compte. Alors elle s'exhibe. Tu sais, Jennifer, quand nous vivions en Suisse, Nathalie était toujours au centre de l'attention. Elle pensait qu'ici, tout le monde se prosternerait devant elle. La porte de la salle de soins s'ouvre et une infirmière crie « Enlevez votre beauté. Le médecin et moi avons mal à la tête à cause de ces gémissements. » Jennifer et la mère de Nathalie se précipitent en même temps dans le bureau. Ensemble, elles soulèvent la victime du canapé et la conduisent jusqu'au parking où se trouve la voiture d'Amanda. Nathalie a commencé à gémir avec une vigueur renouvelée lorsqu'elle a senti l'attention portée à sa personne. « Maman, comment vais-je marcher maintenant? Ce n'est pas grave. Nous achèterons des béquilles demain. Tu en parles si calmement. Imagine ce que dira l'école quand elle me verra avec ses béquilles. » Amanda, toujours avec le même calme imperturbable, répondit. « Il faudra oublier l'école pendant un certain temps. Jusqu'à ce que le plâtre soit enlevé, tu vas rester à la maison et regarder la télé. J'ai passé des vacances tellement agréables que je n'ai rien à me reprocher. » Jennifer voulait vraiment réconforter son amie. « Ne pleure pas. Je viendrai te voir si tu veux. » Nathalie fixa Jennifer et ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « J'en ai vraiment envie. Mais je suis seule et je vais m'ennuyer. Jennifer, viens quand tu veux. Mieux encore, tes parents te laisseraient rester avec nous pendant que je suis malade. » Au début, la demande a semblé insensée à Jennifer, qui n'osait même pas en parler à ses parents. Mais dans la soirée, Amanda elle-même l'a appelée et lui a demandé de lui passer sa mère au téléphone. Elisabeth a parlé à sa patronne pendant 5 minutes seulement. Puis elle a rendu le téléphone à sa fille en lui disant «
Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite que Nathalie avait eu un accident? Je n'ai pas eu le temps. Tout arrivait en même temps, le même jour. La mère de Nathalie m'a demandé de vous laisser partir. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Il faudra que je demande à papa. Woody était étonnamment calme face à la demande inattendue d'Amanda. Les amis sont des amis dans le besoin. Ton amie a eu un accident. Mais un gros accident. Elle va devoir rester à la maison pendant quelques semaines, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas aller à l'école, ni fréquenter ses amis. Woody voulait ajouter quelque chose, mais Jennifer l'a interrompu. Papa, j'ai compris. Comme tu es gentil après tout. L'homme sourit. Et la bonté, ma fille, sort toujours gagnante. C'est pourquoi l'homme est déterminé à faire le bien. Même les méchants ne peuvent pas résister au pouvoir de la bonté. Le lendemain, Jennifer prépara les affaires nécessaires et se rendit chez Miller. Nathalie était vraiment contente de la voir. Jennifer, tu es une vraie amie. Tu ne vas pas le croire, mais je me sens tellement bien. Toi et moi allons passer un Noël fantastique ensemble. Et à partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Les souhaits de Nathalie se sont réalisés dans presque tous les domaines. Les amis ont passé des vacances très agréables, organisées par les parents de Nathalie. Les filles ne se sont pratiquement pas quittées jusqu'à la fin de l'école. Mais ensuite, leurs chemins se sont séparés pour longtemps. Nathalie est partie étudier en Suisse, où elle avait beaucoup d'amis. Jennifer a choisi la profession de critique d'art et est entrée à l'université régionale. Pendant 5 ans, Nathalie n'a pas donné de nouvelles. Ses parents sont également partis peu après. Woody a annoncé la nouvelle à sa fille. Nos patrons sont partis en Allemagne. Ils ont un appartement là-bas, et on leur a proposé un bon travail. Et ils ont eu raison de le faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ne reviens pas ici quand tu auras fini tes études. Cherche ta place au soleil ailleurs. Depuis son enfance, Jennifer avait l'habitude de prendre les paroles de son père comme un guide d'action. Alors qu'elle était encore en dernière année d'université, on lui proposa un poste d'historienne de l'art dans un musée du vêtement. Elle accepte volontiers l'offre. La jeune fille était impatiente de terminer ses études, et son imagination débordante lui a permis de dessiner les images les plus roses de l'avenir. Elle rêvait surtout de sa ville natale, où elle se rendait pour quelques jours. Jennifer se souvient des années heureuses de sa jeunesse et de l'extraordinaire beauté des couchers et des levées de soleil. Admirant les phénomènes envoûtants de la nature, elle s'imaginait en train de soutenir sa thèse. Elle voulait aussi partir avec un groupe d'archéologues pour fouiller une ville disparue. Jennifer rêvait de beaucoup de choses, mais elle a complètement oublié le bonheur personnel. Pendant ses années d'études et après, elle n'a pas eu de relation sérieuse avec des hommes, bien que des jeunes aient essayé de la courtiser. Jennifer pensait que l'heure du bonheur n'avait pas encore sonné, et elle ne voulait pas faire commerce d'amour à court terme. Mais les jours et les semaines ont passé. Beaucoup de ses camarades se sont mariés, et elle n'a pas changé sur le plan personnel. Il est impossible de savoir combien de temps cette période d'incertitude aurait duré si Nathalie n'était pas réapparue dans sa vie. Après une longue pause de 5 ans, son ami l'appelle à l'improviste. Nathalie a passé une dizaine de minutes à la saluer avec fougue, puis à lui parler d'elle. « Jennifer, il se passe beaucoup de choses et je suis en plein dedans. Tu peux le croire ?» Jennifer avait beau essayer, elle n'arrivait pas à s'imaginer ce tableau si vivant. Et Nathalie a continué à partager les derniers développements. « Je suis désolée de ne pas avoir été présente à votre horizon depuis longtemps. Tu sais, les études et tout ça. Tu n'as probablement aucune idée de la raison pour laquelle je t'ai appelé, n'est-ce pas ?» Jennifer divague au hasard. « Je vais me marier, je suppose ?» Nathalie se réjouit. « Oh oui, tu as deviné. Et qui est l'élu de votre cœur? Un camarade de classe ou une vieille connaissance? Jennifer, je ne m'attarde pas sur des futilités. Les jeunes garçons ont besoin d'acquérir de l'expérience, ils ne savent pas comment gagner de l'argent. C'est pourquoi je préfère les hommes mûrs. Mon Stanley est un homme fantastique. C'est un vrai Superman. Nathalie, tes parents le savent-ils au moins? Soupire-t-on avec éloquent. Oh, vous ne pouvez pas imaginer le scandale que cela a été. Mon père a perdu la tête, car Stanley a presque son âge. Et mon père a été élevé à l'ancienne.
Nathalie. Peut-être ne devrions-nous pas nous précipiter pour prendre notre courage à deux mains? Non, j'ai déjà pris ma décision. N'oubliez pas de l'inviter au mariage, même s'il est peu probable que je puisse venir en Suisse. Nathalie éclate de rire. Jennifer, quel mariage? C'est différent ici. Ici, on ne fait pas de grandes fêtes. De toute façon, le mariage est annulé. Mais je pense que nous nous reverrons très bientôt. Jennifer était habituée depuis longtemps à ce que les promesses de Nathalie soient souvent des paroles en l'air, et elle n'a donc pas prêté beaucoup d'attention à sa promesse de se revoir très bientôt. Mais à peine un mois plus tard, l'amie se rappela à elle à nouveau. Cette fois, elle réveille Jennifer au milieu de la nuit. « Ma petite amie, viens en Allemagne. Stanley et moi venons juste de rendre visite à mes parents pour quelques jours. Mon mari veut y aller depuis longtemps, mais il n'en a pas eu le temps. » Jennifer se trouve dans une situation difficile. Elle ne travaillait au musée que depuis un an et venait de rentrer de vacances il y a une semaine. Elle ne s'attendait donc pas à être renvoyée, même pour 2 jours. Elle répond donc à son amie sans grand enthousiasme. « Nathalie, tu m'aurais prévenu plus tôt de ton arrivée, j'aurais alors pensé à quelque chose. Maintenant, je ne peux rien promettre parce que je reviens de vacances. » L'ami renifle dans le combiné. « Le travail. Le travail. J'ai le mal du pays quand j'entends ce mot volumineux. Heureusement, je ne risque pas cela, car mon mari subvient entièrement à mes besoins. Mais je n'ai pas cette garantie. Je dois gagner ma vie moi-même, c'est mon défaut. Il faut que je m'occupe de toi. Je vais me remettre un peu et je vais m'atteler à cette tâche importante. Nathalie, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Je peux trouver mon propre partenaire de vie. Oui, à propos de la prochaine réunion. Je ne peux pas être précise, mais j'essaierai de prendre rendez-vous. » Jennifer a dû prendre 3 jours de congé. Elle s'est rendue plusieurs fois en Allemagne pendant ses études. Les parents de Nathalie habitent dans un quartier relativement récent. Elle doit donc prendre un taxi. Elle a téléphoné à Nathalie à l'avance. « Retrouve-moi, j'arrive. » Nathalie et son mari l'attendaient à l'entrée de la tour. Miller s'est mise en 4 pour montrer à son amie sa sophistication. « Jennifer, je te présente mon mari Stanley. » La jeune fille tendit la main à Stanley, qui la serra langoureusement. Jennifer n'a pas aimé le mari de Nathalie à première vue. Bien que l'homme ait une apparence agréable, il y avait quelque chose en lui qui la rebutait. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue, et seule Nathalie riait sans raison. Il n'y a qu'un seul point positif à cette rencontre. Stanley parle un anglais parfait. Au début du repas, Nathalie déclare fièrement: « Mon mari a beaucoup voyagé. Mon mari a beaucoup voyagé. Il parle donc couramment plusieurs langues. Je vais combler cette lacune et Stanley m'emmènera avec lui lorsqu'il voyagera. N'est-ce pas, chérie? Nous n'avons pas tendance à mélanger les affaires professionnelles et personnelles. Par conséquent, Nathalie, il n'est pas question que nous voyagions ensemble. Mais je peux t'organiser des vacances à tout moment. Ma mère adore voyager. Elle serait ravie de vous tenir compagnie. Nous avons une attitude très différente à l'égard du mariage. Et je suis également convaincue que les époux ne doivent pas interférer l'un avec l'autre. Amanda n'en peut plus. Alors on ne voit pas pourquoi vous devriez vous marier si vous vivez avec votre mari en tant que voisin. » Un sourire serein se figea sur le visage de son gendre. Pourquoi? Pour la poursuite de la race? Un voisin n'est pas adapté à cette mission? Nathalie et moi allons avoir beaucoup d'enfants. Jennifer vit son amie donner un coup de coude à son mari. Mais celui-ci ne réagit pas et continua à parler de la perspective d'une vie de famille. Nathalie cligna des yeux, confuse, et prit un air pathétique. Le père de Nathalie est le premier à quitter la table. « Excusez-moi, chers invités, mais je dois partir. Reposez-vous, ne soyez pas timides. » L'exemple de Jeffrey fut suivi quelques instants plus tard par la mère de Nathalie. « Vous, les jeunes, restez assis et discutez, et je vais m'absenter un moment. Je suis désolée, mais j'ai une affaire urgente à régler. » Jennifer se retrouve dans une situation difficile. Elle voulait quitter la maison dès que possible, mais elle avait de la peine pour Nathalie. Afin d'aplanir les difficultés qui en résultaient, elle proposa: « Si nous allions faire une petite promenade ?» Les jeunes mariés se réjouissent de cette proposition.
Ils se promènent tous les trois sur le front de mer jusque tard dans la soirée. Jennifer raconte des faits historiques intéressants sur les lieux qu'ils rencontrent en chemin. Stanley laissait parfois échapper une exclamation enthousiaste. Et seule Nathalie restait silencieuse. Jennifer avait étudié l'horaire du train à l'avance et se dépêcha de se rendre à la gare. Nathalie, merci pour cette merveilleuse soirée. Mais je dois y aller. Un ami est revenu à la vie. Mais je pensais que vous restiez avec nous ce soir. J'aimerais bien. Mais je n'ai été libérée que pour un jour. Nathalie fait une tête triste. C'est dommage. Et moi qui pensais que nous allions discuter ensemble. Eh bien, puisque c'est le cas, laissez-moi vous accompagner jusqu'à la gare. Jennifer n'a pas le temps de répondre par l'affirmative, car Stanley l'a devancée. Il montra sa montre à sa femme et tapa du doigt sur le cadran. Nathalie, il est trop tard. Il est temps d'aller se coucher. Son ami détourna son regard. Désolé, Stanley est au régime. Je lui fais tout faire à l'heure. Alors que les jeunes femmes discutent, un homme arrête un taxi. Nathalie, nous devons aller à l'hôtel. Nathalie sourit d'un air coupable. Désolé, mon pote. Je t'appelle plus tard. Jennifer ne bougea pas de son siège pendant un long moment. Elle n'avait pas du tout imaginé rencontrer sa meilleure amie après des années de séparation. Mais ce qui la surprend le plus, c'est que les jeunes mariés séjournent à l'hôtel. Nathalie, elle aussi, s'était rapidement lassée du régime strict de Stanley, tout comme lui. Elle en a parlé à son ami lors d'une autre conversation téléphonique. Même à travers la grande distance, Jennifer pouvait sentir que son ami était au bord de la rupture. Elle parlait de manière confuse et soupirait souvent. Jennifer, ce n'est que maintenant que je réalise que j'ai été aveuglée par l'amour. Stanley me semblait si fiable, si plein d'âme. J'ai essayé de fermer les yeux sur ses petits défauts. Mais il ne m'a fallu qu'un an pour me rendre compte que mon mari était un radin. Jennifer corrige son amie. Nathalie, c'est la même chose. Quoi? Eh bien, radin et avare sont des mots synonymes. Son amie a crié dans le combiné si fort que Jennifer a eu peur pour l'état de son appareil auditif. Jennifer, je me sens déjà assez mal et tu continues à faire des blagues. J'espérais trouver du soutien et de la compréhension. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu cette année. Je n'ai pas honte de vous le dire, mais il a même contrôlé mes achats de sous-vêtements. Et Dieu me garde de choisir quelque chose de cher et de marque. Stanley pourrait m'humilier en public. Jennifer s'empresse de rassurer son amie. Nathalie, tu peux toujours compter sur moi. Et en ce moment, tu as tout mon soutien. Si tu as décidé de te débarrasser de ton petit ami, dépêche-toi. Je l'ai déjà fait. Je l'ai quitté pendant qu'il était absent. Mais sa mère s'est assurée que je ne volais rien. Imaginez, elle a même vérifié mes bagages en partant. Non, Nathalie, je ne peux pas imaginer ça. Qu'est-ce que tu penses faire ensuite? Je vais continuer à chercher. Quoi? On ne devrait pas faire une pause? Ça ne marchera pas. J'ai déjà un petit ami. Il s'appelle Donald. Il est jeune. Ses parents travaillent à l'ambassade. Jennifer n'a pas eu le temps de se réjouir pour son ami qu'elle l'a informé que Donald était lui aussi un vrai con. Bientôt, fatiguée de l'aventure, Nathalie retourne chez ses parents. Mais elle n'est pas restée longtemps en deuil et, un jour, elle a informé son ami de son nouvel et incroyable amour. Jennifer, c'est un compagnon vraiment cool. Au fait, il est aussi, comme toi, historien ou historien de l'art. Bref, quelque chose dans ce domaine. J'ai hâte que tu le rencontres. Je suis très intéressée par l'évaluation que tu feras de lui. Jennifer tente de calmer l'ardeur de son amie. Nathalie, je suis tellement occupée que je n'ai même pas le temps de faire une pause. Nous avons une nouvelle exposition qui arrive et je dois penser à tout. Mais tu peux t'absenter pour la journée. Après tout, tu peux prendre un congé de maladie pour une occasion comme celle-ci. Et Jennifer cède à nouveau à son amie. C'est avec beaucoup de difficulté qu'elle réussit à obtenir un seul jour de congé. Mais elle ne se doutait pas que ce jour déciderait de son destin. Nathalie la rejoignit à la gare et, après la traditionnelle accolade, l'entraîna avec elle. Viens vite, Léonard t'attend. Tu arrives juste à temps, car il y a une fête ce soir. Il y aura beaucoup de célébrités. Nathalie parlait, à la vitesse de la lumière, et Jennifer n'arrivait pas à placer un mot.
Ce n'est que dans la voiture de ce même Léonard que Miller a fait une pause. Mais avant cela, elle a demandé à son compagnon, « Léonard, je te présente la fille unique que tu es en train de rencontrer. Léonard, voici la fille unique dont je t'ai tant parlé. » Le jeune homme à la queue de cheval épique à l'arrière de la tête s'est retourné et a regardé Jennifer. Il n'y a pas eu d'accompagnement verbal et le silence a régné dans l'habitacle. Ils roulèrent pendant une quarantaine de minutes et un vague malaise s'empara de Jennifer. Léonard se retourna à nouveau. « Ne vous inquiétez pas, nous serons bientôt arrivés, il ne reste plus grand-chose. » Nathalie hausse soudain le ton. « Mon pote, tu as entendu parler de Legoland ? C'est un parc génial. C'est tellement beau, c'est à couper le souffle. C'est super. Je n'ai vu que des photos de cet endroit célèbre. Eh bien, maintenant tu peux le voir pour de vrai. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était que des ruines. Mais maintenant, ils ont ouvert une sorte de musée. Un ami de Léonard a acheté une maison à proximité. Il nous a invités. Il se dirigeant vers une belle bâtisse à 2 étages, avec une pelouse bien entretenue devant la maison. Le propriétaire, un homme d'une quarantaine d'années, les accueille à la porte. « Et nous vous attendions », répond Léonard. « Trafic, à peine sorti de la ville. » Le propriétaire leur fait des remontrances. « Pourquoi ne me présentez-vous pas votre charmante compagne ?» Léonard est désemparé, car il ne sait pas à qui il fait allusion. Mais l'hôte lui-même clarifie la situation. Il s'approche de Jennifer. « Qui êtes-vous, charmante étrangère ?» Léonard, avez-vous remarqué que cette charmante jeune fille ressemble étrangement à la jeune fille du tableau La naissance de Vénus ? Nathalie écarquille les yeux, car elle n'est pas familière des peintures du Moyen Âge. Léonard n'a pas non plus fait preuve d'une grande rapidité d'esprit. À l'insu de tous, y compris d'elle-même, Jennifer a répondu « C'est la première fois qu'on me parle d'une telle similitude. Mais je vous remercie quand même. » L'animateur regarde son invité avec intérêt. « Je vois que vous êtes doué pour la peinture, » dit Jennifer sans la moindre arrogance. « Oui, je suis historienne de l'art. Et je travaille actuellement dans un musée du vêtement. » L'hôte se réjouit encore plus. « Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Il s'avère que vous et moi sommes collègues. Mais je suis plus souvent invité en tant qu'expert. » Oh, pourquoi est-ce que je retiens les chers invités à la porte ? Venez, je vais vous présenter aux invités. Sam, le propriétaire de l'agréable cottage, est resté avec Jennifer toute la soirée. La jeune fille est flattée par l'attention de cet homme charmant. Elle écouta, à bout de souffle, les récits des merveilleuses découvertes qu'il avait pu faire dans le cadre de son travail. « Jennifer, tu ne vas pas le croire, mais pour la première fois après l'université, j'ai travaillé à la douane. Oui, je devais examiner chaque toile qui quittait notre pays. Et avez-vous réussi à empêcher un seul crime, si vous voulez parler d'exportation illégale ? De telles tentatives étaient déjouées presque tous les jours. C'était un travail très intéressant, mais j'ai dû le quitter. Pendant un instant, l'homme devint triste et Jennifer comprit que son changement d'humeur était dû à quelque chose de personnel. En personne bien élevée, elle fit semblant de ne pas s'en apercevoir. La merveilleuse soirée passa vite et Jennifer ne voulait pas quitter la maison de Sam. Mais elle n'avait qu'une journée à sa disposition et devait se dépêcher d'aller à la gare. La jeune fille se mit à la recherche de son ami et de son compagnon, mais ils avaient disparu quelque part. « Jennifer, ne t'inquiète pas tant. J'ai une grande maison. Tu dormiras chez moi, et demain je te conduirai moi-même. Je dois partir ce soir parce que je dois travailler demain. Je vais avoir un problème. Le directeur ne m'a laissé partir qu'une journée et m'a prévenu de ne pas être en retard. Pouvez-vous me dire comment sortir de votre village ? Peut-être un taxi ? » Sam sourit. « Un taxi coûterait trop cher. Toi et moi, nous trouverons une autre solution. Malheureusement, je ne peux pas conduire moi-même parce que j'ai un peu bu. Mais j'ai une bonne connaissance ici dans le village. Il ne me refusera pas une petite faveur. » Une demi-heure plus tard, Jennifer était déjà dans la voiture, qui roulait à toute allure. Elle s'est un peu calmée, et pendant tout le trajet, elle s'est souvenue des mots et des gestes de Sam. Il voulait la raccompagner à la gare, mais il était du devoir de tout hôte de faire plaisir à ses invités. Et en bon hôte,
Sam ne pouvait pas laisser ses invités derrière lui. Mais en prenant congé de Jennifer, il lui demanda son numéro de téléphone. « Je serai dans votre ville la semaine prochaine et j'espère vous revoir. » Sam est venu chaque semaine et Jennifer attendait sa visite avec impatience. Dès le premier soir, elle avait senti que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, que c'était le destin lui-même qui lui avait envoyé cet homme intelligent. La jeune fille n'était pas gênée par la grande différence d'âge et par le fait que Sam était déjà marié. Lorsqu'il tenta de parler de son passé, elle l'arrêta. « Sam, ton passé ne m'intéresse pas. Je suis plus intéressée par l'avenir, que je ne peux pas imaginer sans toi. » Jennifer avait l'impression d'être amoureuse sans remords. Mais elle n'avait personne à qui le dire, car sa meilleure amie avait encore disparu du radar. Elle ne voulait pas encore parler à ses parents des changements qui s'opéraient dans sa vie. Nathalie s'allongea dans son lit et repassa dans sa tête les événements des derniers mois. Bien sûr, parmi la série de fêtes, de réunions et d'autres événements importants, le plus marquant était le mariage de Jennifer. Selon la loi du genre, Nathalie devait être heureuse pour son amie et fière d'avoir elle-même participé directement à son destin. Mais pour une raison ou une autre, dans le cœur de la jeune femme, au lieu de la joie, s'installait une nostalgie persistante, et même de la colère. Ce sentiment désagréable, Nathalie le ressent pour la première fois le premier jour de la célébration du mariage. Au milieu des festivités, une pensée lui vint à l'esprit. « Jennifer est heureuse et tu vas te sentir seule. » Lors d'une pause dansante, elle a discrètement chuchoté à Jennifer. « Sans vouloir te vexer, je vais y aller. Je ne me sens pas très bien. » Jennifer était très contrariée. « Nathalie, mais toutes les meilleures choses sont à venir, ne pars pas. » Mais Nathalie se dépêche déjà de quitter le restaurant. Jennifer lui emboîte le pas. « Nathalie, vas-tu changer d'avis? Je t'appellerai demain. Je vais chez mes parents. » Ce n'est qu'au moment de se séparer que Jennifer se souvint de la chose la plus importante. « Attends, Nathalie, pourquoi es-tu seule? On t'a envoyé une invitation pour deux. Nous avons rompu avec Léonard. » Tenta Nathalie pour cacher ses larmes en sprintant hors du restaurant où se tenait le gala. Elle sentait le regard amer de Jennifer dans son dos. Mais au lieu de remercier son amie dévouée, un volcan de haine bouillonnait en elle. Nathalie essaya d'éteindre ce feu. Mais toutes les tentatives furent vaines, et la haine et la colère s'épanouirent chaque jour un peu plus. Pour se débarrasser de ce sentiment déprimant, Nathalie a cessé d'appeler son amie. Elle a même changé la carte SIM de son téléphone portable. Mais Jennifer, inquiète de sa disparition, a retrouvé son amie par l'intermédiaire de ses parents. Amanda lui a donné un nouveau numéro. Nathalie ne veut d'abord pas répondre à l'appel, puis se ravise. « Oui Jennifer, je t'écoute. » Elle reçoit une réponse exaspérée. « C'est tout? Nathalie, tu n'as rien à m'expliquer ?» Nathalie a même souri. « J'ai vraiment décidé de vivre en reclus pendant un certain temps. Donc je ne parle à personne et je ne réponds pas à mon téléphone. On croirait que tu as une dent contre le monde entier. Non, je ne veux pas interférer avec le bonheur de quelqu'un d'autre. » Elle n'attend pas la réponse de Jennifer et éteint son portable. Mais même une brève conversation téléphonique avec son ami avait réveillé de mauvais sentiments dans son âme. La première fois, la colère indomptable avait même effrayé Nathalie. Mais elle s'était ensuite habituée à cette boule piquante, qui se cachait quelque part sous le cœur. Ses parents ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas chez leur fille. Et un jour, Amanda, n'en pouvant plus, a décidé d'avoir une discussion sérieuse avec elle. « Nathalie, peux-tu au moins m'expliquer ce qui t'arrive ?» Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère lui dise cela, et elle s'est donc immédiatement tue. Sa réponse fut brève. « Maman, est-ce que je vais bien? C'est juste que ces derniers temps, je réfléchis de plus en plus au sens de la vie. » Amanda se réjouit. « C'est bon signe. Si tu penses ainsi, c'est qu'il est encore possible de changer les choses. De quelle manière, par exemple? Tu pourrais trouver un emploi ou changer d'endroit où tu habites. D'accord. Où est-ce que je déménagerais? Dans une résidence universitaire. Je suis sûre que tu ne t'y ennuieras pas. » Amanda a pris sa fille dans ses bras. Elle se montre rarement tendre, ce qui surprend Nathalie. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» La femme rit. « Tout d'abord,
Je vais essayer de te trouver un travail non poussiéreux mais bien rémunéré. On a besoin d'avocats partout de nos jours. Ensuite, je ne voulais pas m'avancer. Mais je vais devoir le faire. Papa et moi avons décidé de te donner un appartement. C'est petit. Seulement 2 pièces. Mais c'est suffisant pour une fille. Nathalie ne s'attendait pas à un cadeau aussi généreux. La joie emplit tout son être et elle exécuta une étrange danse dans la cuisine. La tension disparaît et les 2 femmes rient de bon cœur. Le lendemain, la famille Miller est allée visiter le nouvel appartement. La pendaison de crémaillère, bien qu'elle cause beaucoup de problèmes, apporte beaucoup de positivité. Pendant plusieurs mois, Nathalie a couru les magasins de meubles. Elle a engagé les designers les plus célèbres pour créer, avec leur aide, un intérieur unique dans son appartement. Bien sûr, ses parents ont payé pour tous les plaisirs de sa fille. Mais la frénésie de l'appartement a été de courte durée, et Nathalie s'est à nouveau étiolée. Elle souhaitait vraiment avoir une nouvelle relation, mais les hommes ne faisaient plus attention à elle. Nathalie a analysé tous les événements. Elle a essayé de trouver le coupable de ce désintérêt général. Après mûre réflexion, elle s'est soudain rendue compte qu'elle avait eu la poisse. Alors que Nathalie était presque installée dans son nouvel appartement, sa mère vint soudain lui rendre visite en plein milieu de la journée. Les yeux d'Amanda brillèrent et elle comprit que sa mère avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Elle commence à s'informer. « Maman, qu'est-ce que tu m'apportes comme nouvelle ? Dis-moi. » Elles parlèrent un peu du temps qu'il faisait, de la santé de son père. La mère lui fait part de ses projets pour un avenir radieux, lorsqu'elle partira en vacances bien méritées. « Ma fille, on m'a déjà proposé un poste dans l'administration. Ils ont un service de statistique depuis 2 ans sans chef. Tu crois que je devrais accepter ? » Nathalie se gavait de ma faim, ce qui ne l'empêchait pas d'exprimer sa joie. « Maman, quel raisonnement peut-on faire ? Bien sûr que tu es d'accord. Tu ne pourras pas te reposer. Et l'aspect financier compte aussi, » dit Amanda avec une satisfaction évidente. Nous nous rapprochons maintenant du sujet principal à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nathalie met la friandise de côté. « Maman, de quoi tu parles ? Toujours la même chose. C'est-à-dire du travail. Mais dans ce cas, parlons de votre emploi. Maman, est-ce que ça doit être aujourd'hui ? Quand ? Ton père et moi ne pouvons plus subvenir à tes besoins. Tu dois gagner de l'argent par toi-même. Où dois-je aller ? Je ne sais pas si mon offre vous plaira ou non, mais j'ai trouvé un poste décent pour vous. Une petite entreprise a besoin d'un avocat. C'est un bon début. Et que fait cette entreprise ? Elle offre un service rare. Examine les œuvres d'art. Tableaux, vaisselle, meubles. Tout ce qui a une valeur historique. Nathalie a eu l'impression qu'une ampoule invisible s'était allumée dans sa tête. Elle retient son souffle et se souvient que son amie et son mari sont de tels spécialistes. « Maman, je suis d'accord. Dis-moi l'adresse de ce bureau et ce dont tu as besoin. J'ai trouvé le poste par l'intermédiaire d'une amie. Nous passerons donc par elle. » Amanda se dépêche de rentrer chez elle. Mais avant de partir, elle demande « Le nom du propriétaire de cette entreprise est Claflin. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» Nathalie sursaute. « Oh, c'est le mari de Jennifer. » Des coïncidences comme celle-là, ça arrive. C'est une très bonne coïncidence, ma fille. Jennifer, un homme bien et un bon ami. Le lendemain, elle se présente au bureau du cabinet, accompagnée de sa mère qui lui est familière. Sam la reconnaît immédiatement. « Nathalie, quelle rencontre ! Honnêtement, je suis très heureux de vous voir. Et Jennifer sera très heureuse lorsqu'elle l'apprendra. » Par politesse, Nathalie demande « Où est-elle maintenant ? Dans son musée ? Non, pas du tout. Tu te souviens de ma maison de campagne ? Bien sûr. C'est un endroit si pittoresque. Jennifer y passe du temps en ce moment. Le fait est que nous attendons bientôt un nouveau membre dans la famille. Et elle se prépare pour cette période cruciale. » Des sentiments désagréables lui remontèrent au cœur. Mais Nathalie s'efforça de n'en rien laisser paraître. Elles discutèrent un peu des affaires. Et Sam invita Nathalie à lui rendre visite. « Tu devrais absolument venir. Ma Jennifer s'ennuie toute seule. » Nathalie promit, espérant que cette conversation serait vite oubliée. Le soir, dans l'intimité de son appartement, elle pleura longtemps, maudissant le destin.
et en même temps les hommes qui ne voulaient pas la rendre heureuse. Lorsqu'elle s'est un peu calmée, elle a commencé à réfléchir à un plan d'action. Nathalie voulait détruire l'idylle familiale de son amie, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Son intuition lui dit de fouiller dans le passé de Sam. C'est peut-être de là que viendrait la saleté qui l'aiderait à réaliser son plan. Jennifer grelottait de froid et avait hâte que le bus arrive à destination. Une pluie fine tombait par la fenêtre et, par moments, des flocons de neige mouillés tombaient du ciel. Elle ne voulait penser à rien, mais ses pensées revenaient malgré elle sur le quai de la gare. Encore, et encore, une image apparaissait devant ses yeux, un Sam souriant et une jeune fille qu'il tenait dans ses bras. C'était la première fois que Jennifer voyait cette fille. Et elle voulait savoir qui elle était. Mais elle n'eut pas le temps d'y penser, car Sam prit sa main dans la sienne, et ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture de son mari. En essayant de passer inaperçue, Jennifer est montée dans le taxi. « Suivez cette voiture, s'il vous plaît. » Le chauffeur regarde la femme avec curiosité. « Quoi ? Papa veut échapper au paiement de la pension alimentaire ?» Jennifer remarque que les yeux du chauffeur de taxi sont fixés sur son ventre gonflé. Elle répond avec irritation. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Oui. En gros, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a un mais. Je suis censée connaître le but de la poursuite. Peut-être voulez-vous envoyer ce citoyen dans la voiture étrangère à l'autre bout du monde ?» Jennifer jette un coup d'œil au conducteur. « Est-ce que j'en ai vraiment l'air ? Les apparences peuvent être trompeuses. Un de mes amis travaille à la police judiciaire. Il m'a raconté des histoires de ce genre. » Le conducteur, distrait, manqua le feu vert. Jennifer regarde avec envie la voiture de son mari s'éloigner de plus en plus d'eux. Le conducteur ne manquait pas une occasion de faire une blague. Mercedes échappe à la poursuite. « Madame, qu'allons-nous faire ? Où voulez-vous que je vous emmène ?» Jennifer donne l'adresse du nouvel appartement de Nathalie. Après que son amie eut pris un emploi dans l'entreprise de son mari, elles étaient allées lui rendre visite plusieurs fois, de sorte que Jennifer avait bien mémorisé la route et indiqué au chauffeur le meilleur moyen de s'y rendre. Vous arrivez à l'embranchement. Vous devez tourner à gauche et vous arrêter près du centre commercial. C'est à une centaine de mètres à pied. Le chauffeur répond, dubitatif. Vous y arriverez tout seul. Il faisait très froid la nuit. C'est glissant. C'est bon, je ferai attention. Contre toute attente, Nathalie n'a pas ouvert la porte tout de suite. Il n'était pas difficile de deviner, d'après les bruits de l'appartement, que la propriétaire était à la maison, mais Jennifer dut appuyer sur le bouton de la sonnette pendant environ 5 minutes avant d'entendre enfin une voix familière. « Qui est là ?» La serrure clique et la porte s'ouvre légèrement. « Jennifer, vous ? Qu'est-ce que tu fais à te promener en ville par ce temps ? C'est dangereux dans votre position. Comment votre mari a-t-il pu vous laisser partir ? Je vais l'appeler tout de suite et lui raconter tes manigances. » Jennifer fond en larmes. « Nathalie, tu n'as pas besoin d'appeler Sam. Il n'est pas intéressé par moi en ce moment. » « Qu'est-ce que tu dis ? J'ai tout vu moi-même. » Avec ces yeux-là. « Qu'as-tu vu ? Sam a une autre fille. Très jeune, et si imbue d'elle-même. Bien sûr, je suis affreuse, j'ai honte d'être vue dans la rue, et encore plus dans une société décente. » Nathalie disparaît dans la cuisine et réapparaît quelques secondes plus tard avec un verre d'eau. « Tiens, bois un peu. Il faut que tu te calmes. Pense à ton bébé. » Jennifer s'étouffe et boit l'eau. « Oui, tu as raison, il faut que je pense au bébé. » Le dernier mot s'est terminé par un hurlement. « Pourquoi suis-je si malheureuse ? Je veux dire, tout allait si bien entre nous. Sam ne m'a jamais donné la moindre raison de douter de son intégrité. Et maintenant, » Nathalie pousse le verre vers elle. « Tu ferais mieux de tout me dire dans l'ordre. Nous réfléchirons ensemble à ce qu'il faut faire. Maintenant, Nathalie, je vais me calmer un peu. D'accord. Dis-moi, ne fais pas traîner les choses. » Jennifer respire et, serrant un mouchoir mouillé dans sa main, commence à raconter. « Il y a 3 jours, Sam est allé au sauna avec des amis. C'est au village ? Oui. Tout le monde est cool là-bas. Alors ils peuvent se permettre n'importe quel caprice. Ils y sont donc tous allés. Et le lendemain, Sam avait de la fièvre. J'ai appelé le médecin, comme il se doit. J'ai commencé à soigner mon mari bien-aimé. Et hier, j'ai reçu une lettre de la maison disant que mon père était dans un état grave,
qu'il fallait l'emmener d'urgence. Je suis affolée, je ne sais pas quoi faire. Sam me dit d'y aller seul. Il se débrouillera tout seul. Je suis donc allée à la gare et j'ai acheté un billet. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que ma mère aurait pu appeler. Pourquoi envoyer une lettre quand on a son téléphone portable dans la poche? Sous le coup de l'émotion, Jennifer ne remarque pas une seconde la déformation du visage de son amie. Les mains de Nathalie tremblent et l'eau se répand dans le verre que Jennifer lui tend. Oh, comme je suis maladroite de t'avoir fait couler de l'eau. Maintenant, nous allons sécher ton pantalon. Je ne t'ai pas encore tout dit. Oui. Continue. J'écoute très attentivement. En gros, je t'ai tout dit. Quand j'ai acheté le billet, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à appeler mes amis, et ils ont répondu. Et ensuite, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé ensuite, vous le savez déjà. J'ai sauté du train, je voulais changer mon billet. Mais le train venait de quitter le quai suivant. Et je pouvais voir ce qui se passait sur les voies éloignées. C'est là que j'ai vu Sam et cette fille. Les larmes coulent à nouveau en grêle des yeux de la jeune femme. Nathalie, je ne survivrai pas à un tel déshonneur. Tu as plus d'expérience en la matière. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire? Après un moment de confusion, Nathalie reprit complètement le contrôle d'elle-même. Allons d'abord avec vous dans votre chambre. Puis nous réfléchirons ensemble. Mais que feriez-vous à ma place? En général, on ne demande pas de conseils dans de telles circonstances. Mais je quitterais un tel mari. N'oublie pas, camarade, que si un homme commence à partir à gauche presque immédiatement après le mariage, que fera-t-il dans 5 ou 10 ans? Voulez-vous vraiment vivre dans un cauchemar permanent et attirer les regards malveillants de vos rivaux? Alors tu me dis de rompre avec Sam? Nathalie se lance avec irritation. Je ne te conseille rien du tout. Souviens-toi de l'avertissement de ton père. Tu dois vivre ta vie par toi-même. C'est à toi de décider. Nathalie, pourquoi es-tu si en colère? Je ferais mieux d'y aller. Où vas-tu? Chez mes parents. Je devais y aller, mais je n'ai pas pu. Et tes affaires? Comment peux-tu partir sans tes affaires? Jennifer ne dit rien. Quelques heures plus tard, Jennifer regrettait d'avoir fait tout ce chemin sans rien. Il faisait de plus en plus froid dehors. Et le train était également très froid. Elle espérait pouvoir se réchauffer dans le bus. Mais le chauffeur lui dit « Désolé, mais notre chauffage est en panne. Il va falloir patienter. » Jennifer endure, et pour empêcher le froid de l'envahir, elle essaie de penser à des choses agréables. Mais les souvenirs positifs s'épuisent rapidement et, à la fin du voyage, Jennifer ne sent plus du tout ses jambes. Le bus est complètement vide lorsqu'ils atteignent le terminus. Le chauffeur la regarde se lever péniblement. « Jeune fille, laissez-moi vous aider. » La participation de l'homme la touche, mais elle refuse de l'aider. « Merci, je vais le faire moi-même. C'est juste que j'ai très froid aux pieds. J'aurais dû vous raccompagner. » Vous habitez loin? Non, c'est par ici, à 5 minutes à pied. Je vous remercie. Vous êtes très gentille. Jennifer se tient sur le quai de la gare routière et se souvient soudain, l'autre jour, j'admirais le coucher de soleil du mois d'août. Mon Dieu, c'était il y a longtemps. Et comme j'étais heureuse à l'époque. Soudain, une voix familière se fait entendre juste à côté d'elle. Jennifer, tu es là? Paula, nous nous retrouvons au même endroit. La voisine tourne en rond autour de Jennifer. Es-tu enceinte? Oui. Pourquoi es-tu venue sans ton mari ou est-ce qu'il t'a mise à la porte? Tante Paula la regarde d'un air inquisiteur et Jennifer ne sait pas quoi lui répondre. Dans sa position précaire, toute réponse n'était pas en sa faveur, et elle en était bien consciente. Paula, j'ai décidé de prendre des nouvelles de mes parents. Ils m'ont beaucoup manqué et mon conjoint est très occupé en ce moment. Il viendra certainement plus tard. À l'expression du visage de sa voisine, il était évident qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse. Pourquoi ai-je besoin de tous ces détails? Laissez-moi vous aider à porter le sac. Merci tante Paula. Je peux me débrouiller toute seule. C'est léger. Jennifer emprunte la route familière qui mène à la maison de ses ancêtres. Elle avait peur d'imaginer le choc que cela représenterait pour ses parents de la voir. Mais, comme toujours, elle se trompait. Son père lui ouvrit la porte. « Bonjour, ma fille. Ne dis rien, plus tard. Entre, réchauffe-toi d'abord. »
Jennifer entra dans la grande pièce et tomba dans les bras de sa mère. « Maman, pourquoi cela arrive-t-il? Je ne lui ai rien fait de mal. Pourquoi me traite-t-il ainsi ?» Woody répond à toutes ces questions. « Il faudrait que tu lui demandes. Il a l'air d'être un homme bien. Je me trompe rarement sur les gens. Mais là, c'était un raté. » Lorsque tout le monde se fut un peu calmé, Jennifer posa la question à ses parents. « C'est moi ou vous saviez vraiment que je venais ?» Les parents se sont regardés, et ce geste familier a fait chaud au cœur de la jeune fille. « Nathalie vous a appelé ? » ?»« Oui, hier. Et voilà ce que je veux te dire, ma fille. Je n'aime pas ça. » Elisabeth grommela d'un air malheureux. « Et on voit des coups monter partout. La vie est telle aujourd'hui que même les gens les plus proches ne se font pas confiance. C'est ce que je veux dire. Les parents peuvent être piégés. Et une petite amie encore plus. » Jennifer soupire lourdement. « Mes chers parents, j'ai tout vu de mes propres yeux. Et j'ai même essayé de poursuivre le conjoint infidèle. Mais le feu de circulation s'est mis en travers de mon chemin. D'accord. Calme-toi. Tu es dans ta propre maison. Et nous vous aiderons toujours. Fais une pause, reprends tes esprits, et nous verrons ensuite. » Ce soir-là, Jennifer n'a pas dit à ses parents qu'elle voulait quitter la ville. Elle savait que son mari la chercherait. Mais elle n'avait plus envie de le voir. Le matin, sa mère la réveille. « Jennifer, c'est Sam au téléphone. Il est en train de paniquer là-dedans. Il faut que tu lui parles. » Jennifer s'est redressée dans son lit, se frottant le bas du dos avec sa main. « Non, maman, je ne peux pas lui parler maintenant. Dis-lui que je l'appellerai moi-même dans quelques jours. Et s'il te plaît, ne le laisse pas venir, sinon je devrais encore aller ailleurs. » Elle entend sa mère parler à son gendre au téléphone. Au début, ses parents avaient des préjugés à l'égard de Sam, surtout parce qu'il était beaucoup plus âgé que Jennifer. Puis, au fur et à mesure qu'ils apprenaient à mieux le connaître, les choses semblaient s'améliorer. Apparemment, Elisabeth avait réussi à convaincre Sam qu'il valait mieux ne pas toucher à Jennifer pour l'instant et lui laisser du temps. Sam fait les 100 pas dans l'appartement. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Bien sûr, il n'est pas un saint, mais il ne comprenait rien en ce moment. Dès qu'il a commencé à sortir avec Jennifer, beaucoup de choses ont changé en lui. Était-ce vraiment normal que les femmes enceintes agissent de la sorte? Pourtant, Sam sentait venir un mal de tête. Sa température augmentait à nouveau, et la nuit allait être agitée. Pourtant, il se sentait déjà mieux. S'il n'était pas allé à la gare dans le froid hier, il serait debout aujourd'hui. Il n'allait nulle part. Jennifer avait reçu une lettre étrange de chez elle et s'était précipitée. Sam accepta le fait qu'il allait devoir être malade seul. Mais ce qu'il n'aimait pas le plus, c'est qu'il ne pouvait pas accompagner Jennifer, parce qu'elle était enceinte, et à un très bon terme. Mais si Jennifer décidait quelque chose, elle ne changeait jamais d'avis. D'ailleurs, il a toujours respecté cela. 2 heures plus tard, il a reçu un appel de Julie. Elle lui a dit qu'elle venait pour 3 jours. Elle devait aller à l'université et passer des examens. Bien sûr, il ne pouvait pas rester au lit. Il voyait rarement sa fille. Il est étonnant qu'ils aient réussi à maintenir une bonne relation. Son ex-femme s'opposait fermement à leur communication. Les rares rencontres, il les attendait toujours avec impatience. La dernière fois qu'il a vu Julie, c'était il y a environ 4 ans. Et bien sûr, il ne pouvait pas refuser de la voir. La vie était étrange. Léonard, avec qui ils étaient de vieux amis, avait récemment épousé son ex-femme. Ils avaient convenu d'emblée qu'ils ne mélangeraient pas amitié et famille. Mais parfois, Léonard lui donnait au moins des nouvelles de Julie. Sam lui en est très reconnaissant. Sam savait qu'il n'y avait pas d'amour entre son ex-femme et Léonard. Ce mariage convenait plutôt à Léonard et à son ex-femme. Peu importe les efforts qu'ils ont déployés, l'amitié qui les unissait autrefois a disparu. Lui et son ami ne se voyaient plus que rarement. Le téléphone vibra dans sa poche. Il fut surpris de voir que c'était Nathalie qui appelait. Elle voulait sans doute lui parler de Jennifer, lui donner des explications. « Oui, Nathalie. Bonjour, Sam. Tu es à la maison? »« Oui. Je suis malade. Je sais. Jennifer me l'a dit. Tu l'as vue? Elle est passée me voir avant de partir. C'est pour ça que je t'appelle. Je peux passer? »
Il faut qu'on parle. Sam se sentit mal à l'aise pendant une seconde. Il lui semblait inconvenant d'avoir des invités chez lui alors que sa femme n'était pas à la maison. Mais il s'est dit que Nathalie était la meilleure amie de sa femme et qu'il n'y avait donc rien de mal à cela. Nathalie est arrivée une demi-heure plus tard. Si lumineuse, parfumée, en apesanteur, joyeuse. Eh bien, où est notre malade? J'ai apporté des vitamines sous forme de fruits. Je vais les laver et les couper en tranches et je reviens. Sam marmonne d'un air embarrassé. Ce n'est pas la peine. Nathalie, comment ça? Tu n'as pas besoin. Si ta femme t'a laissé dans cet état sans vergogne, il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Il n'eut pas le temps de répondre car Nathalie disparut dans la cuisine. Sam soupira. La seule chose qu'il voulait maintenant, c'était savoir pourquoi Jennifer refusait de lui parler. Les choses ne semblaient pas s'additionner. Elle avait quitté la maison ce matin pour prendre le train. Et si elle était chez Nathalie, elle était partie plus tard. Il ne savait plus où il en était. Et Nathalie ne voulait pas clarifier la situation. Finalement, Nathalie est arrivée. Elle a apporté des fruits, fait du thé. Merci, Nathalie. Il a bu une gorgée de thé. Maintenant, dis-moi, de quoi voulais-tu parler? Peut-être sais-tu pourquoi Jennifer refuse de me parler. Et m'a même interdit de venir chez elle. Eh bien, je pourrais vous le dire, bien sûr. Mais je ne pense pas que ça te plairait. Alors, Sam se crispe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette allusion? Il était sûr à 100% de sa femme. Et quel soupçon pouvait-il avoir alors qu'elle était enceinte de 7 mois? Sam, le fait est que Jennifer a eu un grand amour avant toi. Il l'a larguée et elle t'a rencontré. Elle vous a rencontré juste à temps. Tu l'as aidée à se réconforter. Mais Jennifer ne m'en a jamais parlé. Et nous avons une relation de confiance. Vous croyez? Jennifer sait que vous avez une fille adulte, c'est différent. Jennifer elle-même ne voulait rien savoir de ma vie passée. Elle a dit que je n'étais important pour elle qu'à partir du moment où nous nous sommes rencontrés. Nathalie le regarde tristement. Tu as répondu à ta propre question. Le fait est qu'il est apparu il y a quelques jours et Jennifer, c'est comme si elle avait perdu la tête. Non, elle n'est pas allée le voir. Bien qu'elle aurait pu. Elle lui a juste dit qu'elle avait besoin de s'en sortir. Sam s'est levé d'un bond et s'est immédiatement rassis. Ses jambes ne lui permettaient pas de tenir debout. Une sorte de faiblesse désagréable lui envahit tout le corps. Mais ce n'est pas possible. Je vais aller voir Jennifer tout de suite, et nous parlerons de tout. Non. Il vaut mieux ne pas la toucher maintenant. D'ailleurs, où irais-tu si malade? Attendez. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Elle a reçu une lettre. Elle a demandé à son voisin d'écrire la lettre. Pour ne pas éveiller de soupçons chez toi. Sam se serre la tête. Nous devons parler à Jennifer tout de suite. Mais ses paupières s'alourdissent et, au bout de quelques minutes, il s'endort profondément. Nathalie sourit. Tout se passe comme prévu. Elle avait eu la chance de rencontrer son ancien amant Léonard l'autre jour. Ils avaient pris plaisir à se remémorer le bon vieux temps en s'installant dans son appartement. Bien sûr, pendant qu'il dormait, Nathalie s'est empressée de prendre des photos avec lui. Elle ne savait pas si elles seraient utiles un jour ou l'autre. Au cas où. Elles se sont avérées utiles le matin. Au petit déjeuner, Léonard a dit avec désinvolture qu'il était marié à l'ex-femme de Sam et qu'il avait une fille adulte. Nathalie, ne comprenant pas encore pourquoi, a demandé comment Jennifer et sa fille s'entendaient. C'est alors que Léonard a dit quelque chose qui a déterminé toutes les actions ultérieures de Nathalie. Au début, Léonard a refusé catégoriquement de l'aider, il lui a même crié dessus. Puis, lorsque Nathalie lui a montré leurs photos communes au lit, il s'est adouci. Il ne voulait pas perdre sa femme aisée. Sam a très bien aidé la femme, car sa fille grandissait dans la famille. En outre, tout s'est déroulé selon le plan clairement défini par Nathalie. À vrai dire, elle ne se rendait pas compte de la rapidité avec laquelle le plan s'était formé dans sa tête. Mais elle se rendait parfaitement compte qu'il était impossible de perdre. Sinon, elle se retrouverait non seulement sans prix, mais elle perdrait son emploi, sa relation avec ses parents, sans parler de tout le monde. Le prix de son plan n'était autre que Sam. Lui et lui seul avaient besoin de Nathalie. Et pas parce qu'elle était soudainement tombée amoureuse de lui,
ni parce qu'il était plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il était aussi le mari de Jennifer. Ce simple et cet imbécile qui, pour une raison ou une autre, obtenait tout. C'était déjà une obsession. Tout prendre à Jennifer et tout prendre pour lui. Pour que Nathalie puisse prouver que Nathalie était plus cool. Et Kiri le dernier rite bien. Nathalie soupira et regarda Sam. Cela allait être beaucoup de travail. D'une certaine manière, elle pensait qu'il était plus petit. Mais ce n'est pas grave. Pour le bien de son avenir, elle est prête. C'est Léonard qui lui a donné les somnifères. Elle l'a prévenu que si Sam se réveillait avant qu'elle ne puisse tout faire, la femme de Léonard découvrirait son infidélité. Léonard lui a assuré que Sam dormirait au moins 5 heures. Eh bien, elle n'en avait même pas besoin. Pendant que Nathalie étalait le canapé, ce qui n'était pas facile car Sam était allongé dessus, pendant qu'elle le libérait de ses vêtements, elle était si fatiguée qu'elle n'avait qu'une envie. S'effondrer et s'endormir. C'est ce qu'elle allait faire aujourd'hui. Le téléphone de Sam vibra sur la table. Nathalie y jeta un coup d'œil. Oh ah, c'est Jennifer. Elle s'est réveillée très vite. Eh bien, c'est ce que tu voulais. Tu aurais pu vivre dans l'ignorance un jour de plus. La jeune fille a pris l'appel avec délectation, puis a posé le doigt de Sam sur le téléphone. Oh, ces idiots de la technologie moderne. Le téléphone s'est déverrouillé. Nathalie s'est glissée sous le drap. Jennifer regarda le téléphone avec perplexité. Elle s'était demandé toute la journée ce qu'elle devait faire. Elle avait envisagé toutes les options, mais elle s'est rendue compte qu'elle devait s'expliquer avec eux, car Sam ne savait même pas ce qui s'était passé ni pourquoi elle se comportait ainsi. Bien sûr, elle a été un peu blessée qu'il les écoutait et qu'il ne soit pas venu ici pour parler, mais il était malade. Peut-être qu'il a du mal à s'en sortir. Jennifer sourit d'un air malheureux. Oui. À peine avait-elle quitté la maison qu'il voyait déjà une jeune fille. Je veux dire, elle est assez âgée pour être sa fille. À ce stade, Jennifer se mettait en colère et essayait de ne pas penser à son mari. Mais cela ne fonctionnait pas. Pour une raison inconnue, elle ne pensait qu'à lui. Le soir venu, elle n'en pouvait plus et décida de l'appeler. Ils se sont parlé au téléphone et, bien sûr, Jennifer lui a dit qu'elle l'avait vu. C'était très intéressant d'entendre ses explications. Jennifer était sûre qu'il attendait son appel. Elle regardait maintenant son téléphone avec perplexité. Que se passe-t-il? Sam avait laissé tomber son appel? Ce n'était pas possible, d'autant plus qu'elle était enceinte et qu'il en était encore plus bouleversé qu'elle. Jennifer posa soigneusement le téléphone sur la table de nuit. Elle se rendit compte qu'elle ne dormirait pas, mais elle s'allongea et ferma les yeux. 5 minutes plus tard, le téléphone a émis un son. Un message était arrivé. C'est bizarre. C'est peut-être Sam, elle tendit la main, décrocha le téléphone. Elle ouvre le message. Non, Sam dormait. Endormi sur le canapé de leur salon, les bras et la jambe d'une femme enroulés autour de lui. La jambe de la femme était visible sous la couverture, le visage de la femme n'était pas visible. Et Jennifer n'en avait pas besoin maintenant. Elle jeta le téléphone à travers la pièce et s'écroula immédiatement dans un accès de douleur. Oh, c'est pas possible. La douleur se répéta, mais elle était maintenant bien plus forte. Elle commençait quelque part dans son estomac, ceinturait tout son dos et revenait à nouveau dans son estomac. La sueur perla sur le front de Jennifer, qui se souleva sur le lit et appela « Maman ». La réponse fut silencieuse. Elle appela de nouveau, et c'est alors que la douleur se manifesta de nouveau, et le cri fut si fort que sa mère et son père se précipitèrent dans la chambre en même temps. « Jennifer, Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jennifer pleurait. Elle étouffait de peur. « Maman, je crois que j'ai perdu les os. Comment cela se fait-il ? La date d'accouchement est encore dans 7 mois. » Woody s'est remis du choc plus rapidement. « Je vais appeler une ambulance maintenant. Et tu prépares ta fille rapidement. Nous nous occuperons de tout cela plus tard. » Il bondit hors de la chambre avec une dextérité inhabituelle pour lui, sans rien laisser tomber. Elisabeth se précipita pour habiller Jennifer. Elles traversèrent la ville au son des sirènes. Et Jennifer ne pensa qu'à une chose. 7 mois, juste pour que son fils soit sauvé. Pourvu qu'il le sauve. Le médecin,
Un homme âgé lève à peine les yeux et fronce les sourcils. Quel est le délai? 32 semaines. Il dit quelque chose à voix haute à l'infirmière, qui fait immédiatement monter un brancard. Attention, prenez votre temps. Vous avez beaucoup de chance d'être dans l'équipe de Philippe. Vous allez vous en sortir. L'infirmière était très jeune et sa voix était apaisante. Jennifer a commencé à se réveiller lentement. Elle s'est allongée sur le brancard et a fait un signe de la main à sa mère et à son père. La mère était très pâle. Elle a dit : « Tout va bien se passer, tout va bien se passer, il faut juste y croire. » Tu entends? Jennifer a hoché la tête et les larmes ont de nouveau coulé de ses yeux. Sam a du mal à se réveiller. Il ne semblait pas avoir de fièvre, mais son corps était douloureux. Ce devait être la maladie. Il avait l'impression de ne pas être seul. Jennifer, quelle surprise! L'homme sourit et ouvre les yeux. Il se fige immédiatement et saute rapidement du lit. Nathalie, que fais-tu ici? Il se souvenait frénétiquement de la façon dont tout s'était déroulé. Il parlait, buvait du thé et c'était tout. Ensuite, il y a eu une sorte de défaillance. Nathalie s'étira doucement. Sam, tu n'es pas aussi affectueux aujourd'hui que tu l'étais hier soir. Eh bien, viens ici. Je ne savais pas que tu avais une telle bête en toi. Sam dit d'un ton décidé, faites vite vos valises et partez. Nous ne voulons pas que Jennifer vous voie ici. Nathalie le regarde avec surprise. Nathalie le regarde avec surprise. Tu es sérieux? En fait, ta femme t'a quitté dès que son premier amour est apparu. Et toi et moi, on avait une bonne relation, je le referais. Sam s'est serré la tête. Nous ne pouvions rien avoir. Nous ne pouvions tout simplement pas. J'aime Jennifer et je n'ai pas. Et je n'ai jamais eu l'intention de la tromper. Nathalie sourit d'un air enchanteur. Tu te rends compte que nous allons tous devoir trouver un moyen de sortir de cette situation. Je connais très bien Jennifer. Elle ne nous pardonnera pas. Ni à toi ni à moi. Je n'ai pas vraiment besoin de le faire d'une manière ou d'une autre, et tu n'as plus d'autres options. Sam regarde attentivement Nathalie. Sam regarde attentivement Nathalie. Alors c'est pour ça que tu es venue ici? Pour coucher avec moi? Eh bien, comment puis-je vous le dire? Je n'avais certainement pas envie de sauter dans le lit avec toi tout de suite. Mais je dois te dire que je t'aime beaucoup et que Jennifer, avec ses principes, n'est pas digne de toi. Quitter un mari malade pour un premier amour. Tu ne peux pas faire ça. Sam sourit soudain, et je ne comprenais pas ce que je n'aimais pas chez toi. Mais je l'ai supporté. Jennifer pensait que vous étiez son amie. Mais tu n'es pas une amie, tu es un serpent. Nathalie. Tu veux regarder un film? Demande Nathalie d'un ton malheureux. Quel film? D'une certaine manière. Sam a mal réagi à tout ce qui se passait. Il n'y avait rien de tel dans son plan. Sam s'est levé, s'est approché de la table et a ouvert son ordinateur portable. Tu vois, Jennifer a tout prévu. Tout est à sa place. C'est elle qui a eu l'idée d'équiper toute la maison de caméras vidéo. Comme elle l'a dit, si on se fait arnaquer, on pourra toujours voir qui c'est. Et puis, quand le bébé naît, c'est pratique de le surveiller s'il est endormi, mais nous devons faire nos propres affaires. Maintenant, on va voir ce que tu faisais pendant que je dormais. Où est-ce qu'on? Hein? Nathalie? Nathalie resta silencieuse. Cette option n'était pas du tout dans ses plans. Sam regarda la vidéo seul. Il fronça les sourcils lorsque Nathalie prit son téléphone. Puis lorsqu'elle prit une photo, il eut peur. Il s'est précipité sur le téléphone. Il a manqué Jennifer et quand il a vu la photo que Nathalie avait envoyée à Jennifer, il s'est senti mal. Il a commencé à s'habiller rapidement, tout en composant le numéro de sa femme. Mais le téléphone n'arrêtait pas de répondre que l'appelant n'était pas dans la région. Elle l'avait probablement éteint, ou peut-être avait-elle jeté la carte SIM. Ayant déjà pris place dans la voiture, Sam composa le numéro d'Elisabeth. Sam. Il se rendit compte que la femme pleurait. Sam, que s'est-il passé? Les cheveux de Sam s'agitent sur sa tête. Pourquoi pleures-tu? Où est Jennifer? Jennifer est au bloc opératoire. Elle a accouché prématurément. Sam ne sait plus où donner de la tête. Puis on entend des bruits de manipulation dans le combiné, et la voix de Goody dit : si quelque chose arrive à Jennifer ou à son petit-fils, je serai très en colère contre toi.
Tu n'as pas pu attendre qu'elle accouche pour t'amuser en toute tranquillité avec de jeunes maîtresses? Woody, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quelle maîtresse? Jennifer t'a vu sur le quai. Et elle est venue nous voir après. C'est à cause de toi que tout est arrivé. J'espère que tu mourras de remords. Attendez. Mais ce n'est pas une maîtresse. Tu as envoyé une lettre à Jennifer? Woody en arrive à une certaine confusion. Une lettre? Je ne peux pas l'appeler, dit Sam avec fermeté. Je me retire. On dirait que quelqu'un avait vraiment besoin de nous séparer. Il dirigea la voiture non pas vers la sortie de la ville, mais vers les parents de son ex-femme où Julie était hébergée. Après avoir réfléchi, il compose le numéro de Léonard. Bonjour. Désolé d'appeler la nuit. Mais dis-moi, tu n'as rien à me dire? Je crois que si. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ce salaud a envoyé les photos à ma femme. Sam venait d'atteindre la bonne maison lorsque Léonard termina son histoire. Tu sais que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tes jeux sont allés trop loin. Jennifer a accouché prématurément et se trouve dans un hôpital de campagne. Tu ferais mieux de prier pour qu'ils aillent bien. Jennifer n'a entendu qu'une sonnerie, si méchante, perçant. Non, ce n'était pas une sonnerie. C'était une sorte de sifflement. Peu importe, c'était un mal de tête. Sa bouche était sèche et elle se sentait mal en général. C'est bon, ma fille. Jennifer ouvre les yeux, elle est dans une chambre d'hôpital. Elle est dans la pénombre, une sorte d'appareil clignote à côté d'elle. Maman. Jennifer lève la main, la pose sur son ventre et regarde sa mère avec horreur. Maman, ne t'inquiète pas, ne sois pas nerveuse. Le garçon est né petit, mais fort. Le médecin a dit qu'ils allaient l'observer pendant quelques jours et qu'ils te laisseraient ensuite le voir. Ne t'inquiète pas, tu as besoin de récupérer. Maman, vraiment? Tu ne me mens pas? Les larmes coulaient sur les joues de Jennifer. Vraiment, ma fille? Tu vas dormir un peu et je vais m'asseoir ici avec toi. Jennifer ferme les yeux. Nathalie n'est pas allée à son appartement. Elle ne voulait pas être seule dans l'appartement. Elle est allée chez ses parents. Amanda était seule à la maison. Elle a regardé Nathalie attentivement et lui a dit « Dis-moi, ma fille, je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. » Nathalie s'est assise et a pleuré. « Maman, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi certaines personnes ont-elles tout, même s'ils ne le méritent pas, et d'autres rien? Je ne comprends pas. » Tu parles de quelqu'un en particulier? Oui, maman, je veux dire Jennifer. Amanda hausse les sourcils. Tu penses vraiment que c'est injuste que Jennifer ait la chance d'avoir un mari? Que l'amour dans leur famille est injuste? Nathalie lève les yeux vers sa mère. Maman, pourquoi n'ai-je pas un mari comme lui? Pas de famille. Je suis tellement mieux qu'elle. Tu l'as vue? Elle est énorme. Ronde, elle s'effondre comme un canard. Et ce Sam, il ne regarde personne d'autre qu'elle. Tu as vu Sam? Oui. Maman, je voulais qu'il soit heureux avec moi. Tu sais, il ne sait pas ce que c'est que de vivre avec une femme normale et pas avec une femme comme ça. Jennifer est ton amie. Elle n'est pas du tout mon amie. Je la déteste. Et il aurait dû se rendre compte que je valais bien mieux que ça. Nathalie s'est mise à hurler quelques mots de façon incohérente. Puis à raconter et à jurer à nouveau. Amanda l'écoute avec crainte. Elle avait déjà compris ce que sa fille avait fait. Et lorsque Nathalie s'est mise à rire de façon hystérique, elle a résolument décroché le téléphone et appelé une ambulance. Sam conduisait la voiture. La route n'était pas très bonne et une tempête de neige commençait. « Papa, peux-tu être un peu plus calme? Je sais que tu tiens à ta femme, mais je ne veux pas mourir jeune non plus. » Il jette un coup d'œil à Julie, qui s'agrippe à deux mains au tableau de bord, et ralentit un peu. « Je suis désolée, ma fille, je ne me rends pas compte que j'accélère moi-même. » Julie pousse un soupir de soulagement et se rassoit. « Tu sais, c'est un sentiment étrange de réaliser que j'ai peut-être un frère ou une sœur. » Sam serre les dents. « Peut-être. Bien sûr, il y en aura forcément. Il ne leur arrivera rien. » Julie le regarde avec intérêt. « Papa, comment est-elle? Ta Jennifer. J'ai vu des photos, bien sûr. Mais comme ça. À quoi ressemble-t-elle? » Sam sourit. Elle est merveilleuse, calme, affectueuse, mais aussi juste et ne change pas d'avis. Un peu ennuyeuse. Je suis d'accord. Ça n'a l'air de rien.
Mais quand tu apprendras à la connaître, tu te rendras compte que c'est une personne merveilleuse. Papa, pourquoi tu ne nous as pas présentés? Eh bien, je ne sais même pas comment l'expliquer. Jennifer ne voulait rien savoir de mon passé. Je pense qu'elle avait peur d'être jalouse. Et moi? Et j'avais peur que si je te présentais à Jennifer, ta mère nous interdise de nous voir. Julie acquiesce. Oui, ça pourrait arriver. Oh regarde, c'est déjà la ville qu'il nous faut. Oui, Julie. Jennifer se réveilla à nouveau alors qu'il faisait déjà nuit à l'extérieur de la fenêtre. C'était une petite journée d'hiver. Il n'y avait donc pas de quoi s'étonner. Non seulement sa mère était dans la chambre, mais son père aussi. La fille est réveillée. Woody sourit. Le médecin vient de partir. Il a dit que tout allait encore mieux que ce à quoi vous vous attendiez. De plus, regarde, il m'a envoyé une photo. Woody tourna son téléphone vers Jennifer, qui se figea. Sur la photo, il y avait un tout petit garçon. Il dormait sous une grande capuche en verre. C'est mon fils. C'est vrai, mon petit-fils? Jennifer passe son doigt sur l'écran. Alexandre. On frappa brusquement à la porte. Jennifer sursauta en entendant quelqu'un se disputer avec quelqu'un au bout du couloir. Puis la porte s'est ouverte et Sam a littéralement fait irruption dans la pièce, suivi par la jeune fille qu'il avait serrée dans ses bras sur le quai. Jennifer. Il se précipita vers elle, tomba à genoux devant le lit et commença à lui embrasser les mains. Jennifer, comment vas-tu? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre fils? Jennifer retire doucement sa main de la sienne. Mon fils va bien. Et puis-je vous demander pourquoi vous l'avez amené ici? Sam se lève. Julie sursaute. Woody l'a fixé du regard. Et oui, Elisabeth n'avait pas l'air plus aimable. Je l'ai amenée parce qu'il était temps que vous vous rencontriez. C'est la fille de mon premier mariage, Julie. Vous auriez dû être présentée il y a longtemps. Et alors, rien de tout cela ne serait arrivé. Jennifer le regarde avec surprise. Comment va la fille? Elle regarde ensuite ses parents, qui ne savent plus comment se comporter. Julie s'est avancée et a fait de son mieux pour sourire. Je vous félicite et c'est très spécial pour moi d'avoir un petit frère. Jennifer secoua la tête. Jennifer secoua la tête. Je suis désolée. Mais, elle se tourne vers Sam. Tu réalises qu'il y a plus que ça, n'est-ce pas? Je comprends. Il est devenu sérieux. Ma faute est d'avoir fait confiance à des gens plus qu'ils ne le méritaient. Ou plutôt, une seule personne, ton amie. Elle est venue me voir hier, en me disant qu'elle voulait parler de toi. Bien sûr, je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, alors j'ai accepté. Vous pouvez regarder le reste par vous-même. Je vous enverrai les images de la caméra. Mais je te le dis tout de suite, ce n'était pas du tout ce que tu crois. Jennifer était fatiguée. Elle était très fatiguée. Mais elle voulait savoir. Je ne comprends pas. Mais comment Nathalie est-elle impliquée dans tout ça? Léonard m'a dit que Nathalie avait décidé qu'elle était bien meilleure que toi pour être ma femme. Je dois l'admettre. Elle avait un plan plutôt cool. Elle a même fait le voyage jusqu'ici pour t'envoyer une lettre. Elisabeth s'est soudain exprimée. C'est Nathalie que j'ai vue il y a quelques jours, je l'ai rencontrée. Mais elle a fait semblant de ne pas me reconnaître. Alors j'ai pensé que je m'étais trompée. Sam, que se passe-t-il avec vous? Vous avez failli perdre un enfant. À quel genre de jeu jouez-vous? Il porte un doigt à ses lèvres. Elisabeth reporta son regard sur Jennifer, qui dormait, endormie, et souriant dans son sommeil. Sam dit à voix basse, parlons en dehors du service. 3 heures plus tard, alors que Julie était endormie, les parents de Sam et Jennifer étaient assis dans la cuisine. Sam leur a raconté tout ce qu'il savait lui-même. Finalement, Woody a dit, en gros, tu n'es coupable de rien. Le destin t'a mis à l'épreuve. Mais Jennifer est une fille intelligente. Je suis sûre qu'elle y réfléchira et qu'elle te pardonnera. Sam n'a pas pu dormir pendant longtemps. Et quand il en a eu assez de somnoler, il a reçu un message de Léonard. Occupe-toi de Julie, j'emmène ma femme au bord de la mer, je vais lui demander pardon. Il se trouve qu'elle m'est plus chère que je ne le pensais. Puis vient un autre message. La mère de Nathalie l'avait envoyée se faire soigner, car elle souffrait d'une maladie mentale. Sam range le téléphone, ferme les yeux et sourit. Ma petite, ma bonne.
Jennifer a regardé le petit visage et n'a pas pu empêcher les larmes de couler. Il y a à peine une demi-heure, on lui avait apporté son fils. Le médecin a dit « Bravo, mon garçon, aucune épreuve n'a pu le briser. » J'ai entendu dire qu'il allait devenir un Alexandre. Jennifer acquiesce, sans quitter des yeux le visage de son fils. Le médecin s'esclaffe. Eh bien, bienvenue dans le monde. Il quitta la pièce, et 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau sans bruit. Sam se tenait sur le seuil de la pièce. Il regardait avec avidité le paquet avec le bébé, sa femme, Jennifer. Puis-je, Jennifer, sans lever la tête, dit « Voilà notre papa. Ne t'offusque pas de lui. C'est sa faute, bien sûr, mais pas autant. Au moins, toi et moi, nous avons pu nous rencontrer un peu plus tôt. » Jennifer regarde son mari. « Alors, pourquoi es-tu gelé ? Je vais vous présenter. » Sam s'abaisse tranquillement sur le bord du lit. « Jennifer, je suis désolée, espèce d'idiot. Plus tard. Ne parlons de rien pour l'instant. Regarde comme ses mains sont petites. » Sam tendit les mains. « Je peux ? Je fais attention. » Sam prit son fils dans ses bras, conscient qu'il n'était plus seulement un mari, mais qu'il était désormais responsable de sa femme bien-aimée et de ce petit, très petit et très cher petit homme. Jennifer fut surprise de voir son mari pleurer. « Sam, tu es quoi ?» Il la regarde. « Tu sais, je pensais que l'amour avait des limites. Et maintenant, je me rends compte qu'il n'y a pas de limite. Je t'aime tellement, tellement que j'en ai mal à la poitrine. Je ferai en sorte que tu n'aies jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. S'il te plaît, crois-moi. Je ne te trahirai jamais. » Jennifer acquiesce. « Je te crois, Sam. Maintenant, rends-moi Alexandre. Il est temps qu'il mange. » Sam réalisa qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau dans sa vie que de regarder son fils manger. Oui, ses yeux lui piquaient, et il avait envie de pleurer. Mais il avait peur de manquer un seul instant.